Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show. J'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir de Nassima Abdelrahman. Bonsoir Nassima. Bonsoir Nouhed et bonsoir à tout le monde. Sami Qaidi est également avec nous. Bonsoir Sami. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Faisal Mottaoui est également avec nous. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, bonsoir aux amis téléspectateurs. Et puis il y a également Mahdi Razak qui est autour de la table. Bonsoir Mahdi. Bonsoir cher Nouhed, bonsoir à tout le monde. Et nous aurons également le plaisir de recevoir un peu plus tard via Skype deux invités que nous apprécions vraiment dans cette émission. Il s'agit de Christophe Rowe, rédacteur en chef à Radio France Maghreb 2 et Gamal Abina, analyste politique. Nariman Zikar nous rejoindra également dans quelques instants. Au sommaire ce soir, ouverture cette semaine de l'année judiciaire 2024-2025. Dans son discours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a abordé les réformes portées par la Constitution 2020 et le parachèvement de la construction institutionnelle, ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption. L'affaire Boualem Sansal continue de susciter de vives réactions. De l'autre côté de la Méditerranée, les voix de l'extrême droite et les défenseurs inconditionnels de l'entité génocidaire sioniste déversent leur haine contre l'Algérie, cible privilégiée des nostalgiques du colonialisme. Le cessez-le-feu, entré en vigueur mercredi 27 novembre au Liban, violé à plusieurs reprises par l'armée d'occupation sioniste au moment où la France a créé un statut d'exception pour l'entité sioniste et accorde une immunité diplomatique à Benyamin Netanyahou. Et enfin, nous parlerons de la sortie en Algérie du film Dr Frantz Fanon du réalisateur Mouloud Zahzah, une œuvre magistrale qui retrace le parcours du célèbre psychiatre et militant anticolonialiste. Et on entame donc cette édition avec l'ouverture de l'année judiciaire 2024-2025. Dans son discours, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné d'entrée que l'Algérie a, je cite, parachevé la construction d'un système judiciaire républicain fort de la confiance du peuple. Mahdi, la justice en Algérie, un point indépendant pour l'essor de la nation. C'est une pièce angulaire, la justice est une pièce angulaire d'institutions fortes et le président Abdelmadjid Tebboune s'était engagé dès son premier discours en décembre 2019 d'en faire un appareil de l'État indépendant, d'en faire un appareil de l'État avec certains principes, avec certaines valeurs. Nous avions l'habitude à une certaine période de la justice du téléphone. Le président Abdelmadjid Tebboune a aboli cette démarche de la justice du téléphone, cette pratique de la justice du téléphone. Les magistrats sont des magistrats indépendants qui se réfèrent qu'à un code, c'est au code pénal et au code civil. Et il a redonné justement l'indépendance, il a redonné les lettres de noblesse à la fonction qui est la leur. Une fonction où il y a énormément de responsabilités, une fonction où il y a énormément de cas très difficiles à gérer, où la justice fait un travail extraordinaire. Et nous continuerons à croire en une justice forte, parce que une justice forte égale un pays fort. Alors le discours du président de la République a également abordé les réformes portées par la Constitution de 2020, le parachèvement de la construction institutionnelle, ainsi que la poursuite de la lutte contre la corruption, dans laquelle l'Algérie s'impose comme un exemple sur la scène internationale. Faisal Mottaoui, c'est une nouvelle constitution, donc des réformes comme l'institution du tribunal constitutionnel, des garanties d'indépendance au pouvoir judiciaire ou encore la protection de l'argent public et des gestionnaires. Comment analyser, Faisal Mottaoui, ces nombreux pas faits par l'Algérie dans un secteur aussi névralgique que celui de la justice? Absolument, comme l'a souligné Mahdi, le secteur de la justice est un secteur important dans toute démocratie, dans tout pays qui est en phase de construction démocratique, parce que l'Algérie venait de loin, et Mahdi l'a rappelé, à un moment donné, c'était effectivement la justice du téléphone. Et le président Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture de l'année judiciaire, il a rappelé qu'à un moment donné, la Issaba, qui est la bande, donc le pouvoir ancien qui était là en Algérie, avait fait pression sur les gestionnaires. Vous avez évoqué, et beaucoup de gestionnaires qui ont été mis en prison alors qu'ils sont innocents, tout simplement pour bloquer les entreprises et ouvrir la porte aux importateurs. Et donc c'est un acte de sabotage contre l'économie nationale.
cette pratique n'existe plus. Et le président Tebboune a rappelé que la justice est là pour lutter contre la corruption qui a vécu un moment longtemps d'ailleurs, durant les 20 dernières années avec l'ancien président. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'anciens ministres, d'anciens dirigeants d'entreprises et d'autres qui sont en prison parce qu'ils ont voulu profiter de l'argent public. Le président Tebboune, et ça c'est un point important de son discours, c'est qu'il a rassuré les gestionnaires. Il a appelé les gestionnaires à travailler, ils ont la protection de l'État et de la justice. Ils peuvent commettre, comme l'a souligné le président, bien sûr, dans la mesure du possible, des erreurs ou des fautes administratives, sans que cela, bien sûr, leur profite. Donc c'est très important parce que les gestionnaires, surtout ceux du secteur public, ont besoin de cette assurance du chef de l'État, du premier magistrat du pays. Et le président Tebboune a rappelé aussi, pour un peu lier son mandat, parce que c'est un mandat économique, comme il a lui-même souligné, il a rappelé la nécessité de stabiliser le cadre législatif, parce que souvent des investisseurs étrangers se plaignent de l'instabilité des textes de loi. Et là, le chef de l'État, il a rassuré sur ça, parce que c'est important pour les investisseurs d'avoir des lois qui sont stables, des textes qui sont clairs. En plus, bien sûr, des réformes qui ont été engagées, vous l'avez souligné, par rapport à la Cour constitutionnelle. On a vu son action lors des élections présidentielles du 7 septembre dernier, comment elle a agi rapidement et comment elle a mis fin à un début de polémique sur les élections présidentielles. Et donc cette ossature de justice permettra à l'économie de se construire. Et le président a eu le mot juste en disant que la justice est là pour protéger l'économie, pas pour la réprimer. On a compris que c'est des lignes directrices pour continuer l'œuvre de relance économique du pays à tous les plans. Et quand vous avez des textes clairs, que vous avez une justice qui agit rapidement et qui protège les gestionnaires, évidemment, les gens auront l'assurance de pouvoir travailler librement sans aucune contrainte. Très bien. Alors, sur un tout autre volet, le président Abdelmadjid Tebboune avait également appelé l'année dernière, depuis cette même tribune, à mener des actions pour stopper le génocide sioniste qui se déroule à Gaza et pour en finir avec l'impunité dont bénéficie Benyamin Netanyahou et ses autres ministres. Je vous propose justement d'écouter Abdelmadjid Tebboune. C'était donc l'année dernière à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024. إنني أناشد جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية إلى رفع دعوة قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي، وهو السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، على اعتبار أن الملاحقة القضائية الدولية الفعالة تبقى الملاذ الوحيد لأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. Samy, donc voilà, on l'a vu, l'appel du président avait été écouté finalement. Oui, tout à fait. Donc, lors de l'ouverture de l'année judiciaire de l'année passée, le discours du président de la République n'était pas destiné uniquement à l'opinion publique nationale, mais également à l'opinion publique internationale, en appelant les hommes de loi et toute personne épris de justice à se lever et à poursuivre l'entité sioniste au niveau des juridictions internationales. Peu de temps après l'annonce du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en novembre 2023, un collectif de 300 avocats s'est rendu à La Haye pour porter plainte pour génocide et crimes de guerre et contre l'humanité contre l'entité sioniste, moins d'un an, ou justement un an après, soit le 21 novembre 2024, des mandats d'arrêt internationaux ont été mis contre ces criminels de l'entité sioniste. À savoir Benyamin Netanyahou et Yoav Galant. Et Galant Yoav. Ministre de la Défense. Exactement, de cette entité ministre de la guerre. Enfin, de la guerre, exactement, de cette entité barbare et sauvage. Il faut dire aussi que lors du discours du président de la République qui s'est tenu
Excusez-moi. La C'est Cour suprême. à la Cour suprême, exactement. Le président Tebboune a dit que, Dieu merci, l'appel de l'Algérie a été entendu et que ces criminels vont devoir payer et répondre de leurs actes devant ces juridictions. Et on écoute justement le président de la République. من هذا المكان المحترم وأكاد أن أقول مقدس قانونيا كان فيه نداء لكل النزهاء والشرفاء في العالم استغاثة للشعب الأعزل في غزة في فلسطين. فلسطين التي يذبح أبنائها في مجازر. الحمد لله سمع النداء وكانت وقفة الشرفاء عبر القارات الخمس في العالم وأحيل المجرمون أمام القضاء الدولي. إذن شكرا لكل النزهاء والرجال الواقفين في العالم مع الشعب الفلسطيني ومع الحق والقانون وعلى رأسهم إخواننا وأشقاؤنا في جنوب أفريقيا. Mahdi, c'était un discours lourd de sens. Lourd de sens, et moi j'ai un dicton, Klim Torsas, il l'a promis il y a un an jour pour jour. Après, ce qu'il avait promis, il l'a fait. Voilà ce que c'est un homme de parole. Le président de la République avait promis de s'occuper du génocidaire Netanyahou. Il a mis les moyens. Ce que les gens n'ont pas réussi à faire, ce que les plus grands de ce monde n'ont pas réussi à faire en 20 ans, il l'a fait en un an. Donc bravo à lui. Pour les détracteurs de l'Algérie, c'est une belle réponse. Une réponse par la Cour internationale, avec des voies juridiques, sous l'égide des Nations Unies. Il a émis une direction pour se faire valoir les droits des Palestiniens. Il a réussi, bravo à notre président de la République, qui conforte l'idée de l'Algérie nouvelle et de la grande Algérie sur le domaine mondial. L'Afrique du Sud a fait cette action auprès de la Cour de justice internationale et l'Algérie l'a fait auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, qui juge les personnes. Et donc, effectivement, l'action de l'Algérie a été déterminante parce que tout le monde hésitait à un moment donné. Il y a beaucoup l'entité sioniste a beaucoup de partenaires, comme vous le savez, dans le monde qui la défendent. Et donc, il fallait qu'il y ait des pays comme l'Afrique du Sud et comme l'Algérie qui savent ce que ça veut dire le colonialisme, que ça veut dire les massacres coloniaux, que ça veut dire le pillage, le mensonge, etc. Et cette action, effectivement, est à mettre à l'actif du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, à l'actif de l'Algérie, qui a permis à la justice internationale de s'exprimer pour la première fois, parce que la CPI, la Cour pénale internationale, jugeait jusque-là que les chefs d'État africains. Comme si cette cour a été créée uniquement pour les Africains, là c'est la première fois qu'il y a un chef de l'entité sioniste, Benjamin Netanyahou, et son ministre de la guerre, qui n'est plus ministre, Yoav Gallant, qui seront poursuivis. C'est une action historique, parce que là, je pense que la diplomatie algérienne, ce n'est pas une diplomatie de parole, c'est une diplomatie qui agit au niveau des instances internationales, au sein de l'ONU, mais également au niveau des Justement, Faisal, vous me tendez la perche pour parler d'Ahmed Attaf. Vous parlez de diplomatie algérienne. Nassima, on en revient à parler d'Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, qui a réussi à faire expulser la criminelle de guerre et ancienne ministre des Affaires étrangères de l'entité sioniste, Tzipi Livni, des travaux du 10e forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies qui s'est tenu au Portugal. Regardez-moi l'audace aussi de l'entité sioniste qui participe et qui aurait souhaité participer à un forum sur la civilisation et le dialogue. Alors, le dialogue, ils ne connaissent que le dialogue des armes et des tueries et des massacres. Encore une fois, l'Algérie, à travers cette action, elle réitère son engagement vis-à-vis de toutes ces populations opprimées, à la défense des droits, de la justice. Et encore une fois, il faut souligner que la justice est la soupape de sécurité. C'est la seule manière de réhabiliter la confiance entre le gouvernant et le gouverné, entre les populations. Et l'Algérie aujourd'hui jouit de ce titre, de cette notoriété qui la remet entre l'Algérie qui représente le nord de l'Afrique, l'Afrique du Sud qui est au sud. Je crois que c'est les deux grandes forces.
qui aujourd'hui, face à une vérité, c'est la défense des droits, les droits de l'homme et l'humanisme. Alors justement, Nassima, vous parlez de défense de droits, de justice, d'humanisme. Nous tenons justement ce soir, mesdames et messieurs, à rendre hommage, un dernier hommage à un grand homme qui nous a donc quittés cette semaine. Il s'agit de maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et spécialiste du droit international. C'était un fervent défenseur des droits humains et un porte-voix de la cause palestinienne, mais aussi sahraoui, comme tout le monde le sait, et plus généralement du combat anticolonialiste. Gilles Devers, donc j'ai eu l'honneur de le recevoir à plusieurs reprises, lors de nombreuses de mes émissions, et j'ai le souvenir, je garde le souvenir d'une voix courageuse, donc pour la justice et pour la paix. Aujourd'hui, maître Gilles Devers n'est plus. On souhaite qu'il repose en paix. On présente nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches qui nous ont d'ailleurs rapporté qu'il est parti, qu'il disait qu'il partirait tranquille. Maître Gilles Devers en paix. Voilà, exactement, ayant gagné donc les 2 mandats d'arrêt de la CPI contre les responsables sionistes en novembre 2024, exactement. Il est parti à terme de ses engagements. Voilà, et il y a eu aussi les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont annulé les accords illégaux signés entre le Maroc et l'Union européenne. C'était en octobre 2024, Samy. Plus précisément le 4 octobre dernier. Et effectivement, paix à son âme, c'est le sommeil éternel d'un juste. Gilles Devers s'est battu malgré la maladie jusqu'au bout pour que justice soit faite. Vous avez eu un entretien avec lui à peine 2 jours avant son départ. 2 jours avant son décès, qui a paru le 22 octobre dernier sur le quotidien national Al-Moujahid. Et effectivement, j'ai ressenti là un homme qui, jusqu'au bout, avait la défense du peuple palestinien et du peuple sahraoui opprimé chevillé au corps. Pour Gilles Devers, le droit international était quelque chose d'imprescriptible et qui pèse encore aujourd'hui. Et justement, son action courageuse est un camouflet à tous ceux qui disaient que, in fine, le droit international n'existe plus et que c'est la loi du plus fort. Ben, effectivement, non. On s'aperçoit que son combat a porté ses fruits. Et a permis d'obtenir tout d'abord ce mandat international contre les criminels sionistes et aussi à défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à bénéficier aussi souverainement de ces ressources qui sont malheureusement aujourd'hui pillées par un régime non moins colonial qui est le régime marocain. Faisal, c'était un avocat français, un esprit libre, un militant. Oui, et nous, en tant que chaîne, donc Al24 News, on lui a rendu de nombreux hommages. Il y a eu plusieurs médias algériens qui lui ont rendu hommage. Contrairement à ce qui s'est fait du côté de l'Hexagone, où les médias n'en ont pratiquement pas parlé. C'est les médias, surtout de la gauche, qui en ont parlé parce qu'ils savent son combat. Je voulais seulement rappeler que le 9 novembre dernier, maître Gilles Devers avait pleuré devant la porte de la Cour pénale internationale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une avocate palestinienne qui lui disait « je ne peux pas venir pour participer à l'action de dépôt de plainte contre Netanyahou et son ministre de la Guerre parce qu'elle avait perdu toute sa famille après ça. » Donc effectivement, c'est un humaniste, un grand humaniste, un homme qui a défendu le cause juste et il voulait travailler durement pour un autre. J'espère que sa famille, parce qu'il y a son fils, je pense qu'il est avocat et il y a beaucoup de ses amis qui veulent continuer son action. Il voulait introduire une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour défendre les prisonniers palestiniens. Il est le seul à dire qu'Israël laisse les prisonniers après leur mort purger leur peine. Ça veut dire que les cadavres sont cachés dans le cimetière qui portent des numéros pour terminer, si vous voulez, leur peine. C'est le seul État ou entité qui le fait dans le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire. Et lui, il a évoqué la torture, il a évoqué les très mauvaises conditions de détention des prisonniers palestiniens. Je pense que cette action va se poursuivre. Et ça agace beaucoup de milieux qui parlent des droits de l'homme, qui parlent de la justice, de l'équité, etc. et qui se taisent sur des crimes coloniaux. Il se trouve qu'il y a des hommes courageux en Occident qui osent dire la vérité et lever la voix pour le droit de l'humanité. Nassima parle de Tsepi Livni. Il faut noter que Tsepi Livni est une opérationnelle du Mossad. Elle a travaillé dans plusieurs pays et elle a participé à beaucoup de crimes, même si elle ne les a pas signés, mais elle était là pour les exécuter. Elle s'en est vantée aussi. Et très brièvement aussi, maître Gilles Devers, paix à son âme, m'avait confié
quelques jours donc avant son décès, que son prochain combat était réservé à El-Quds occupé. Et il faut dire qu'il a obtenu voilà, exactement. Il a obtenu une importante victoire sur le plan du droit international, c'est de faire reconnaître en 2009, de 2009 à 2021, la compétence de l'État de Palestine comme un État pleinement souverain sur Gaza, sur la Cisjordanie occupée et sur El-Quds, justement. Mehdi ? Écoutez, un hommage appuyé à ce grand homme de la liberté, à ce grand humaniste. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que des gens comme ça n'ont jamais le prix Nobel de la paix. Alors que ce sont des personnes de cet acabit-là qui les mériteraient amplement. Donc un hommage appuyé, toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, parce qu'il a dévoué sa vie à la liberté. Il a dévoué sa vie à la liberté, il a dévoué sa vie à la protection des peuples opprimés. Et c'est un homme qui se contentait de peu pour aider son prochain. Donc voilà, beaucoup de tristesse quand j'ai appris la nouvelle de son décès. Et puis j'espère que le combat continue, parce que de là-haut, il doit être très fier quand même de son parcours. Il a réussi quelques jours avant sa disparition, ce qu'il a toujours voulu, une condamnation unanime et justement un mandat d'arrêt émis contre Benyamin Netanyahou. Donc voilà, grosse pensée à sa famille, à ses proches, et merci pour ce que vous avez fait, maître. Merci. En tous les cas, vous savez, les combats, quand ils émanent d'une grande conviction de lutter, de crier l'injustice, je crois que son combat ne partira pas comme ça, il ne mourra pas. Tant qu'il y a des gens, son entourage, ses enfants, Faisal vient d'évoquer que son fils, il est avocat, certainement, c'est lui qui va encore continuer à défendre la Palestine, il va continuer à défendre le Sahara occidental et toutes les populations opprimées à travers le monde, là où elles sont. Oui, son fils Manuel Devers, effectivement, a déclaré qu'il allait continuer le travail fait par son père, notamment concernant la défense des droits des prisonniers palestiniens. Donc, le combat continue. Oui, c'est un héritage de lutte. Il reprend le flambeau, si je puis dire. Tel père, tel fils. Voilà ce qu'on peut dire, tel père, tel fils. Il faut rappeler, Noured, le ministère des Affaires étrangères algérien a rendu hommage quand même au maître Devers en disant que la scène juridique internationale perd un avocat hors pair qui a excellé dans la défense des causes de libération et d'émancipation devant les juridictions nationales et internationales, contribuant jusqu'au dernier jour de sa vie à la réalisation de plusieurs victoires juridiques historiques en faveur des causes palestiniennes et sahraouis. Donc c'est un hommage du ministère algérien des Affaires étrangères. Très bien. Samy, une question pour vous. Est-ce que Gilles Devers était le symbole du lien stratégique entre le combat du peuple sahraoui et celui du peuple palestinien? Oui, tout à fait. Pour la simple et bonne raison que Gilles Devers ne ratait jamais aucune occasion pour rappeler que les combats du peuple sahraoui et du peuple palestinien sont totalement liés par la simple et bonne raison que c'est un combat libérateur contre le même type d'oppression, qui est l'oppression coloniale. D'ailleurs, l'entité sioniste est le meilleur allié du régime marocain dans la région. Et effectivement, colon reconnaît colon. Et les peuples opprimés, c'est que par la conjugaison de l'ensemble des efforts entre eux qu'ils pourront se relever et mettre un terme à cette colonisation qui, d'ailleurs, ne s'arrête pas uniquement à la maîtrise de peuples, mais de leur territoire, de leurs ressources et de leurs richesses. Et aujourd'hui, on a pu voir que ces combats sont totalement transversales et que la victoire du peuple palestinien est celle du peuple sahraoui et inversement. Très bien. Alors on rappelle aussi que se tient en ce moment même la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Ça se tient au Portugal également. Et pour revenir sur un point qui a été évoqué par rapport au fait que la diplomatie algérienne a réussi à expulser donc la criminelle de guerre Tsipidini, il est important de dire que l'Algérie a toujours pesé de tout son poids pour éviter toute infiltration sioniste dans les forats internationaux et sur le continent africain. Il faut rappeler qu'en 2022, c'est grâce aux efforts proactifs de l'Algérie que l'entité sioniste n'a pas obtenu un mandat ou un siège de pays observateurs au sein de l'Union africaine. C'est aussi grâce à l'Algérie que la Palestine a été reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est également grâce à l'Algérie que
En 2023, une délégation sioniste a été chassée parce qu'elle a tenté de s'introduire lors du 36e sommet de l'Union africaine. Donc Alger est plus que jamais aux aguets et vigilante pour le bien du continent entier. Voilà. Il faut toujours. Moi, je ne cesse de rappeler que l'Algérie, la question palestinienne est une cause nationale. Ouais. Donc, elle fait partie de nous. Et aujourd'hui, si les Palestiniens, ils saluent le combat de l'Algérie, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sentent. On est une partie d'eux, ils sont une partie de nous. Et ils nous prennent comme modèle. Hein, ils nous prennent. Là, c'est une référence. Et effectivement, la résistance algérienne, le combat algérien reste une référence pour la lutte contre toutes sortes et toutes formes de colonialisme. Non, ça veut dire aussi que la diplomatie algérienne est une diplomatie crédible et qui a la confiance des autres nations, parce que ce qui s'est passé lors de la réunion du Portugal, c'est la délégation algérienne qui a fait un travail de coulisses, et puis elle a été suivie par les pays arabes, musulmans, et même des pays européens et d'autres. Et donc cette diplomatie, lorsqu'elle est écoutée de cette manière, ça veut dire qu'elle peut peser sur beaucoup de décisions à l'échelle mondiale. Très bien, merci. Merci à tous. On poursuit dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Hebdo Show et Nariman Zekar nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noël, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons également avec nous, donc depuis Marseille, Christophe Roux, rédacteur en chef à Radio France Maghreb 2, et Gamal Abina, analyste politique depuis Paris. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors on va, pour ce débat, nous tourner une fois de plus vers l'affaire du citoyen algérien Boualem Sansal, qui continue de susciter de vives réactions, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Une partie des élites politiques et médiatiques françaises se mobilise depuis son arrestation pour demander sa libération immédiate en proférant donc des graves accusations, voire même des insultes à l'égard de l'État algérien souverain et indépendant qui poursuit un citoyen algérien, Mati. Écoutez, la chose qui me fait un peu sortir de mes gonds, c'est quoi? C'est que Boualem Sansal, jusqu'à preuve du contraire, est rentré avec un passeport algérien. Il n'est pas rentré avec un passeport français, avec un visa. Il est rentré avec son passeport algérien, en étant algérien. Je ne comprends pas le tollé médiatique qu'il y a eu. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. On a parlé sur tous les éditos classés de droite dure, d'otages, de dictature, des mots forts, des mots avec du sens, de régime, les mots les plus ronflants les uns que les autres. Oui, il y a eu également État voyou. État voyou, d'accord. Moi, il y a quelque chose qui me perturbe. Boualem Sansal, jusqu'à preuve du contraire, a été naturalisé il y a pas si longtemps que ça, français. Donc, il a été algérien pendant 75 ans, je crois, de sa vie, ou 78 ans de sa vie. Il y a à peu près 6 mois, il a été naturalisé français. Nous ne parlons pas de l'affaire judiciaire. Là, nous parlons des faits, ce qui s'est passé. Boualem Sansal, jusqu'à preuve du contraire, doit, quand il est titulaire d'une nationalité d'un pays, respecter les lois de ce pays. L'Algérie est un pays souverain, qui a une justice souveraine et indépendante, d'accord, qui n'est sous le diktat d'aucune puissance étrangère. Quand deux gendarmes français, un gendarme, il fait partie de l'institution militaire française, se font expulser d'un domaine privé français, se font menotter d'un domaine français, se font mettre au sol par des policiers israéliens devant toutes les caméras du monde entier. Donc, deux gendarmes français se font menotter, mettre au sol par des policiers israéliens dans une résidence qui appartient à l'ambassade de France, qui appartient à la France, alors que le ministre des Affaires étrangères français est sur place. Ça a duré 24 heures. La polémique a duré 24 heures. Elle a été éteinte avec un extincteur. Et cet extincteur, c'est l'extincteur des médias d'extrême droite. Et on me parle, depuis 10 jours, de l'Algérie, et que l'Algérie est un pays où nous sommes une dictature, où nous ne respectons pas le droit et la liberté d'expression. Donc je vais vous dire certaines choses. Depuis quand nos relations se sont détériorées avec 2 ou 3 pays dans le monde?
Vous allez me répondre à peu près depuis 2019-2020. D'accord. Mais pourquoi? Tout simplement que dès lors de l'élection présidentielle de notre président Si Abdelmajid Tebboune, en décembre 2019, il a décidé que l'Algérie ne laisse plus place ni à l'offense, ni aux insultes. Parce que l'Algérie a un président de la République qui exige, et qui lui, par contre, quand il exige, il a les moyens financiers et militaires d'exiger, ce qui n'est pas donné à tout le monde, comprendra qui pourra, que l'Algérie soit respectée à sa juste valeur et que les intérêts algériens prennent l'avance sur des intérêts étrangers, ce qui est tout à fait normal. C'est un président de la République qui défend les intérêts de son pays avant les intérêts des autres pays. Jusqu'à là, tout va bien, Madame la Marquise. Quand Donald Trump martèle « Make America Great Again », littéralement traduit par « rendre sa grandeur à l'Amérique », tous les partis d'extrême droite français sont à l'unisson pour applaudir Donald Trump en disant « c'est un mec génial, regardez, il défend son pays, d'abord les Américains, ensuite les autres, il n'y a pas de souci ». Moi, je veux faire un jeu avec vous. On change « Make America Great Again »,« Make Algeria Great Again ». C'est plus la même chose. Ah oui, ça va poser problème. Là, ça pose problème. Pourtant, je pense, jusqu'à preuve du contraire, que l'Algérie est un pays souverain comme les États-Unis d'Amérique. Oui, mais ils ont tendance à oublier, Mehdi, justement, que l'Algérie est un pays souverain. C'est ça. Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Peut-être parce que l'Algérie, comme l'a si bien dit Robert Bourgi, l'ancien, on va dire, boîte noire de la France-Afrique, qui a fait un très beau livre où je vous conseille de le lire parce qu'il y a des choses quand même qui sont croustillantes sur la gestion diplomatique de certains pays européens, en l'occurrence l'ancien Quai d'Orsay. Un président, Robert Bourgi, dit que quand un président n'est pas intronisé par les salons feutrés des capitales européennes, eh ben vous avez toute la sphère médiatique qui est contre lui. Donc peut-être parce que nous avons aussi un président qui ne lâchera pas un centime de dinar ou un centimètre carré de sa souveraineté, de son pays. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi honni. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi détesté. Pas grave, mais au moins on est souverain. On a une chose qui est essentielle. On a un président qui lutte farouchement contre la corruption, contre l'oligarchie. On a un président qui sait que l'oligarchie a gangréné notre pays pendant les 10 dernières années. Il en a fait un cheval de bataille, de lutter contre cette oligarchie. Il en a fait un cheval de bataille, de lutter contre cette mafia politico-financière qui avait épuisé les ressources du pays. Parce que nous avons aussi un président qui souhaite rendre la place qui est la sienne à l'Algérie sur le monde méditerranéen, sur le monde africain et sur le monde arabe. Nous avons aussi quelque chose qui est important, et c'est un petit rappel pour tous les téléspectateurs et téléspectatrices, c'est que l'Algérie est le 10e plus grand pays du monde et la 3e puissance économique d'Afrique, que l'Algérie n'a pas de dette extérieure, que l'Algérie est en autosuffisance financière, en autosuffisance énergétique, en autosuffisance alimentaire, grâce au président de la République avec sa gestion, par exemple, juste du blé qu'il a annoncé lors du 50e anniversaire lors de l'agriculture, l'Union nationale des paysans algériens. Exactement. Nous avons, depuis des décennies, et contrairement à ce que rapportent certaines personnes qui se confondent dans le mensonge, et là je fais un grand salut au couple de télé-réalité Zemmour-Sarah Knafo, l'Algérie n'a pas besoin des aides françaises ou européennes pour faire fonctionner son économie. La preuve, c'est que l'Algérie prête de l'argent au FMI pour que justement le FMI puisse le reverser sur d'autres pays qui en ont besoin. L'Algérie est le seul pays qui a annulé des centaines de millions de dollars de dettes à un bon nombre de pays africains par fraternité. Et l'Algérie est le seul pays qui a donné plus d'1 milliard de dollars, d'aide pour le développement de l'Afrique via l'Agence de coopération internationale. Donc, on me dit que l'Algérie, qui n'a pas de dette, va emprunter de l'argent à un pays qui est la France, qui est endetté à hauteur de 3 200 milliards. Celui qui comprendra m'expliquera. Hein. Moi, en tout cas, j'y ai pas compris. Donc, l'Algérie, qui n'a pas de dette, qui prête de l'argent au FMI, reçoit de l'argent, des aides de développement d'un pays qui est endetté à 3 200 milliards. Et là, personne ne trouve à rien dire. D'accord? Donc, à un moment, arrêtons de se voiler la face. L'Algérie est attaquée parce que l'Algérie dérange. Tout simplement. L'Algérie continuera à être attaquée. L'Algérie continuera d'être attaquée. Mais grâce à nos institutions fortes, parce que nous avons des institutions solides et fortes, grâce à notre armée nationale populaire, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, mesdames et messieurs.
Samy, vous avez des chiffres pour nous? Juste avant, j'ai envie de te dire une petite phrase qui est extrêmement intéressante et qui s'inscrit dans la droite ligne de ce que vient de dire Mehdi. La souveraineté n'est pas qu'une question de frontières, mais de dignité. Et l'Algérie a appris à ne jamais négocier parce qu'elle l'a chèrement acquise, cette souveraineté. Être algérien, ce n'est pas que des droits, c'est également des devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a la loyauté et la fidélité. Or, Sonsal s'est distingué, s'est singularisé par des propos affreux, dignes des pires révisionnistes anti-algériens, idiots, utiles et heureux de l'extrême droite. Ce dernier a, comment dirais-je, a plus que manqué de respect à son pays. Vous savez, j'ai juste encore une petite phrase qui exprime aussi la haine de soi que ce dernier a. Dans un ouvrage, il a dit « Ce pays est à mourir d'ennui, il ne se passe rien, ça sent le deuil ». Donc on voit bien à quel niveau Sonsal est plus que méprisant envers les institutions de son pays, il est méprisant envers son pays et tous ses symboles. Il est méprisant par rapport à la société algérienne d'abord. Parce que Boualem Sansal était au ministère de l'Industrie pendant très longtemps. Il a été payé par l'État algérien, il était sécurisé par l'État algérien, il a été formé par l'État algérien. Et la première chose qu'il fait quand il part en France avec son premier roman, c'était à la fin des années 90, Le Serment des barbares, où il insultait déjà la société algérienne parce que lui reprend le discours, comme l'a souligné Mahdi, de l'extrême droite. C'est la haine de l'Algérien, la haine de la remise en cause des frontières, parce que ce qu'a fait Sonsal, et la justice va se prononcer, c'est qu'il me remet en cause l'intégrité territoriale du pays. L'Ouest algérien n'a jamais été marocain, parce que l'émir Abdelkader, le fondateur de l'État algérien moderne, était bien un mascara dans l'Ouest algérien. Et à un moment donné, il faut rappeler aussi pour les historiens qui l'ont oublié que Oujda, qui est une ville marocaine, était algérienne. Donc on ne va pas rentrer dans le discours parce qu'il est faux. Boualem Sansal part d'un constat faux, mais ce que disait Mahdi, il a raison. Les attaques contre l'Algérie, la personne ça n'est qu'un prétexte, après tout. Un simple prétexte. Bon, ils trouveront après d'autres prétextes, par exemple, le Point, qui est un journal de droite qui n'a jamais aimé l'Algérie, où Kamel Daoud a écrit d'extrême droite, maintenant il est devenu d'extrême droite, où il parle d'otages. Boualem Sansal, il est otage de quoi? C'est un citoyen algérien, pardon, Mahdi, citoyen algérien, il est poursuivi par le droit algérien parce qu'il a porté atteinte. Imaginons un seul instant qu'un écrivain français va remettre en cause l'Alsace et Lorraine, il dira que ces terres, ils sont allemandes, ils sont pas françaises, ou qu'il va appuyer l'indépendance de la Corse. Et que sais-je encore, ce qui se passe dans la région, donc en Nouvelle-Calédonie, etc. Tous les États... La liberté d'expression, elle est là, justement. Absolument. Pourquoi? Exactement, bravo. Le deux poids, deux mesures constant des médias d'extrême droite. Nous parlons d'otages. L'otage d'Alger, regardez. Voilà, l'otage d'Alger en première page du Point et de Libération. Et du Point également. Ouais. Mais moi, il y a des choses qui me perturbe. Mathilde Panot, qui est députée La France Insoumise, qui sur France Info a créé un malaise en disant une phrase. Ok, Boualem Sansal, vous dites comme quoi c'est un otage, il n'y a pas de souci. Pourquoi nous ne parlons pas du président du FLNKS, Kanak, qui est en détention à 17 000 km de chez lui? Pourquoi ne parlons pas de lui? Pourquoi ne parlons pas également de sa détention ou la détention du Libanais Georges Brahim Abdallah, voilà, qui est en détention depuis 40 ans. Ou alors de l'écrivain Hervé Rissen, qui devrait normalement être libérable depuis 1999. Donc ça fait plus de 40 ans. Non, ça fait depuis 1999, donc ça fait plus de 15 ans, 16 ans qu'il est potentiellement libérable. 26 ans, pardon. 9 demandes de liberté conditionnelle refusées. 9, ce qui est un record en France. Donc, je ne suis pas juge, personnellement, pour juger est-ce que Boualem Sansal mérite ou pas sa place en prison. C'est des textes de loi. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la justice. Nous avons des procureurs, nous avons des juges où leur travail est de faire ça. Maintenant, il faut se poser la bonne question. Pourquoi cet abattage médiatique contre l'Algérie, d'accord, pour des affaires qui ne concernent quand même un Algérien, d'accord, parce que Boualem Sansal, jusqu'à preuve du contraire, est un Algérien, il a un passeport vert, mais pourquoi ne le faisons pas? Cette extrême droite ne se lève pas contre les prisonniers politiques qui sont à l'intérieur de leur geôle à eux.
Ah justement, Mehdi, on va aller poser la question du côté de Paris. On va la poser à Gamal Abina, qui est donc avec nous depuis Paris. Gamal Abina, dans son dernier édito sur le magazine Le Point, particulièrement donc chargé de haine anti-algérienne, BHL, donc Bernard-Henri Lévy, personnage à la sinistre réputation, profère des propos inacceptables d'un point de vue éthique, voire diffamatoire. Il accuse entre autres la gauche de ne pas prendre la défense de Boualem Sansal. Il insulte beaucoup, disons-le clairement, dans son édito. Comment expliquer, Gamal Abina, toute cette mobilisation, toute cette haine autour de l'Algérie? Vous savez, je vais commencer par le début. D'abord, il faut parler de la racaille d'extrême droite qui soutient Sansal, qui est une racaille d'extrême droite. Ça va 5 minutes. On ne va pas faire le cadeau à ce genre de personnage-là. Malheureusement, il y a des Algériens qui sont issus de l'Algérie, qui ont un penchant d'extrême droite. Je ne vais pas parler d'un sombre individu à Marseille qui est aussi d'extrême droite. On ne va pas faire de publicité à ces gens-là. Vous avez fait référence à Hervé Ixelles, on peut pousser le bouchon. Puis après, on va parler de ce sombre personnage qu'on appelle BHL. Il y a toujours des sobriquets sympathiques pour des gens méchants. BHL, DSK. On a toujours des réductions comme ça pour leur donner l'impression qu'ils sont marketables. Eh bien, simplement de dire que vous avez fait référence à Hervé Ixelles, qui a été condamné, effectivement, il est écroué. Des gens que j'aime pas du tout. Alain Soral, qui a pris 2 ans de prison et qui est en fuite en Suisse. On peut parler aussi dans l'histoire de Céline, qui a été en prison aussi après la guerre, parce qu'il a trahi son pays, la France, et qui a remis en question les frontières françaises, puisqu'il était d'accord avec le fait que l'Allemagne occupe effectivement, c'est dit tout à l'heure, l'Alsace et la Lorraine, qu'on appelle Moselle aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit penser? D'abord, je veux rendre hommage à une journaliste qui vient d'être assassinée par l'entité sioniste, c'est juste à côté, Marine Vlahovic, qui a été assassinée effectivement chez elle, malheureusement. Ça, c'est important de rappeler qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont assassinés. Manifestement, BHL, ça n'intéresse pas, ça. Par contre, de dire... Pourquoi une obsession de la France? Alors, BHL d'origine algérienne, il faut se rappeler de ça, c'est important. Mais eux, ils ont tendance à l'oublier qu'ils sont d'origine algérienne, justement. Je pense qu'il ne l'oublie pas, parce qu'il a perdu cette petite fortune qu'il croyait être à lui, et surtout parce qu'il a une haine pathologique des Algériens. Ça a commencé avec la marche pour l'égalité contre le racisme, lorsqu'il fait main basse sur cette marche pour créer le mouvement SOS Racisme, qui est là pour sauver le racisme. SOS Racisme, je tiens à vous laisser deviner ce que ça veut dire. Eh bien, BHL et toute sa collection de haineux, on voit bien avec Julien Drey, qui faisait partie des SOS Racisme, on voit bien que tous ces gens-là qui sont actifs le font parce qu'ils ont des intérêts personnels financiers, on le sait déjà, parce qu'ils sont le soutien des sionistes, on le sait aussi, et surtout parce qu'ils aiment ces gens, je vais donner 3 noms, au moins 2 noms, on dira, Kamel Daoud et Boualem Sansal, qui ont cette démarche de promotion par le crachat. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que plus on tapera fort sur sa communauté, il y en a un troisième que vous connaissez tous, qui est Imam Advansi. Bon, il s'exprime beaucoup moins bien que ces 2 autres. Plus on tape fort sur sa communauté, et plus... Bref, il ne s'exprime pas tout court en vérité, j'exagère un peu. Parce qu'il faut des capacités intellectuelles qu'il n'a pas forcément. Et donc, plus on tape fort, mieux on est noté. Moi, on m'a souvent demandé d'attaquer ma communauté, parce qu'évidemment, j'ai refusé radicalement, parce qu'il n'y a pas marqué Haraki sur mon front, mais eux le font pour une question d'argent. C'est des gens qui ont une haine pathologique de leur frustration. Prenons l'exemple de Kamel Daoud, il a quand même écrit un truc très sale. Au Point, comme toujours, journal d'extrême droite, il a dit quoi? Il a dit que les Algériens, parce qu'il y a eu une affaire à Cologne en Allemagne qui a été démontée, qui a été déconstruite très rapidement, il a osé dire que les Algériens étaient des frustrés, donc il parle certainement pour lui, qui tape très fort sa femme, et osé dire, et ça c'était répercuté, c'est honteux, que parce qu'ils sont frustrés, ils sont violents et que ce sont des agresseurs sexuels. Sous-entendu, toute l'Algérie, on a un tas de malades mentaux, comme peut-être il est, je ne sais pas, qui frapperaient leur femme ou qui les violeraient. Eh bien ça en dit long. Maintenant, revenons sur Sansal. Sansal que je trouve Excuse-moi, Gamal, je te coupe, mais Kamel Daoud... C'est important de finir mon propos. Voilà, non mais en fait, Kamel Daoud, je le redis sur ce plateau pour les personnes qui ne le savent pas, Kamel Daoud a été quand même condamné à de la prison à Oran parce qu'il a tapé sa femme avec un bâton. Donc, c'est l'arroseur arrosé ou le pompier pyromane. Il critique ses compatriotes alors que lui-même, le premier, a été condamné pour ça. Vous savez, les écrits 20 en 2 mots, d'accord, qui écrivent pour rien, c'est de l'écriture vraiment de bas étage. Je vous invite à les lire, vous allez être fascinés. Daoud est aidé. Il a la chance, il a trouvé un ghostwriter, c'est bien. Mais ces gens-là ne servent à rien. Ils sont écrivains. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que lorsque Sansal, depuis des années, insulte les Maghrébins de France, il a dit qu'il fallait détruire les mosquées en France. C'est ça le discours. Et cette fameuse sortie en vidéo, je l'ai entendue en direct, puisque le média en question s'appelle Frontières, qui est un média d'extrême droite, parce que Kamel Daoud, il a des copains comme Zemmour, on voit l'intellectuel du dimanche, là. Et bien, quand il va écrire dans ces médias d'extrême droite, il va satisfaire l'extrême droite dans sa haine de l'Algérie.
Extrême droite qui a été nourrie effectivement par les anciens de l'Algérie française, par les anciens maurassiens, par les anciens, enfin je ne vais pas faire la liste de toute cette racaille. Et donc il va satisfaire la de l'Algérie et il va faire plaisir à ses maîtres. Et j'ose le mettre maître. Il y a le maître et l'esclave. Et lui, c'est l'esclave de la pensée des maîtres. Et donc, il faut faire très attention à ça. On doit être sans concession. Kamel Daoud a été interpellé, comme a été interpellé un autre franco-russe cette fois-ci, Pavel Durov, pour des raisons qui ne sont pas claires d'ailleurs, parce qu'il était interpellé, on se demande où est la liberté. L'Algérie a le droit d'interpeller qui elle veut parce que c'est un citoyen algérien. C'est pas parce qu'on lui a patiné le visage d'une carte française qu'il a acquise très récemment, d'ailleurs par naturalisation, ça en dit long, la naturalisation c'est des courants quand même qui sont un petit peu le racisme scientifique du XIXe siècle, on naturalise les gens, on leur donne une nouvelle nature. Et bien lorsqu'il a été naturalisé, on a cru qu'on le protégeait, c'était le sésame de protection. Bizarrement, ce système de protection n'était pas valable pour le franco-palestinien qui avait été arrêté par les sionistes et qui a été mis en prison. Là, ça ne fonctionne pas. On protège le français quand ça nous arrange. Enfin, le français, le faux français. Kamel Daoud est algérien, ne sera jamais français. Une naturalisation, ça ne veut rien dire. Et donc, je veux dire simplement par rapport à ça, c'est qu'il faut être très clair. Lorsque vous avez ce genre de guignols qui passent leur temps à vomir l'oreille de l'Algérie, qui a été faire son alia, il faut le dire, il était devant le mur des lamentations, qui a été faire, c'est des choses quand même graves, hein, qui a été dit récemment, encore une fois, que l'Algérie c'était rien, parce que c'est ce qu'il dit. En expliquant que le Maroc, il croit n'avoir jamais été colonisé, ça aussi c'est une blague. Hein, oui, ça c'est Boualem Sansal qui le dit, Gamal Abina, c'est pas Kamel Daoud. Oui, Sansal, excusez-moi, c'est Sansal. Voilà. À frontière. Pierre-Paul, vous savez, les petits pays, c'est rien. Hein. Par contre, le Maroc, grande nation millénaire, encore une fois, il reprend ce mythe, il n'a jamais été colonisé. Il a juste été colonisé par les Portugais, par les Espagnols, par les Français, par les Anglais, mais enfin ça va, c'est jamais. Et donc quand il dit ça, il prétend que l'Algérie n'existait pas et que ça appartenait aux Marocains. Eh bien, il faut rappeler quand même que les frontières de l'époque, si ça appartenait aux Marocains, auraient dû, en vérité, je ne sais pas si vous me voyez, auraient dû en vérité être défendues par les Marocains. Ça n'a pas été le cas. Donc si les frontières n'ont pas été défendues par les Marocains, c'est que les Marocains n'étaient peut-être pas possédants de la terre. Bizarrement, les Merabkhader, Mascara va les défendre. Bizarrement, la plupart, le Bessel Hach par exemple, aussi est de l'Ouest algérien. Donc cette idée fausse qu'il a voulu vendre, c'est de dire quoi? De dire moi je suis le gentil toutou et je vais dire ce que vous entendez de moi. Je fais une caricature, excusez-moi, parce que j'ai beaucoup d'amis entiers, ça les ferait marrer. Mais simplement pour rigoler, c'est que en vérité, quand il dit ça, il fait montre d'abord d'une ignorance crasse, ensuite d'une honte de soi, et pour finir surtout, c'est quelqu'un qui se comporte comme, et ça a été dit par Malek Bendabi, j'ai entendu récemment, un harki de la pensée. Gamal, juste une chose, toi qui es un ancien de la maison CNews et tu as été... petit rappel comme ça. Petit rappel, tu as été congédié pour tes propos sur une chaîne algérienne de chez CNews, du groupe Bolloré. Philippe de Villiers aujourd'hui a demandé de prendre des mesures conservatoires contre l'Algérie, écoute bien, hein, en confisquant leur avoir en France. On parle de qui là? De Philippe de Villiers. Ouais. Monsieur Philippe de Villiers, des gens qui ont un caméra face à moi, s'il vous plaît. Monsieur Philippe de Villiers. Petite précision. C'est un message spécialement pour vous, monsieur Philippe de Villiers. Depuis que le président Abdelmajid Tebboune a été élu président de la République en décembre 2019, l'Algérie demande continuellement aux autorités françaises la confiscation de tous les biens immobiliers de la Aïsaba qui a acheté par millions et millions et millions d'euros des appartements et des maisons en France. Donc, monsieur Philippe de Villiers, s'il vous plaît, portez votre demande tout en haut au château pour que votre demande soit acceptée. C'est tout ce que nous voulons, monsieur Philippe de Villiers, parce que les honnêtes fonctionnaires algériens n'ont pas de biens en France. C'est la Aïsaba qui remplissait le marché immobilier de Neuilly-sur-Seine du 7e arrondissement et du 8e arrondissement, monsieur Philippe de Villiers. Donc, au lieu de vouloir nous critiquer, venez nous aider. On a juste besoin de récupérer notre bien. Merci, monsieur Philippe de Villiers. Très bien. Alors, on va... Monsieur de Villiers, juste un instant, monsieur de Villiers, c'est le propriétaire du Puy du Dingue. Donc, ça vous dit beaucoup de choses. Hein. Très bien, on va aller maintenant du côté de Marseille où on retrouve Christophe Fro. Christophe Fro, après une campagne de presse disproportionnée, est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui Boualem Sansal d'avatar de l'extrême droite et de l'entité sioniste sous couvert de la défense des grands principes? En tout cas, ça y ressemble, mais juste pour une petite précision, et par rapport à ce que vient de dire Mehdi, qui est très intéressant, sur le fait que, et pour répondre à Philippe de Villiers, l'Algérie a annoncé, si je ne dis pas de bêtises, il y a peu, avoir récupéré 54 biens à travers le monde, dont 34 visiblement rien qu'en France. Rien qu'en France. En soi, une première réponse, rien qu'en France. Donc c'est déjà en soi une première réponse à apporter à Philippe de Villiers. Vous voyez que même lui, il est entendu. Pour ce qui est de Boualem Sansal, je crois que effectivement vous avez tous fait autour du plateau le constat que je partage. Mais moi je dirais une chose toute simple et toute claire. C'est que Boualem Sansal, en fait, aujourd'hui, ceux qui le supportent
sont des nostalgiques de l'Algérie française. Mettez-vous bien ça dans la tête. En France, nous avons encore énormément de gens au sein du pouvoir médiatique et politique qui sont encore restés avant 1962, pensant que l'Algérie est encore à eux et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors c'est vrai qu'il fut un temps, on disait souvent, il y a 10-15 ans, que la France faisait un peu ce qu'elle voulait en Algérie. Aujourd'hui, force est de constater, j'aimerais bien entendre tous ceux qui disaient à l'époque, oui, la France, par exemple, quand un président a besoin de se présenter à une élection, il vient faire un tour en France. On attend toujours Tebboune pour qu'il vienne valider son élection en France. Donc aujourd'hui, soyons sérieux, faisons le constat tout clair, il est simple. Aujourd'hui, nous avons simplement des gens qui sont restés d'avant 1962, qui sont encore dans leur tête comme des colons et qui se comportent comme tels. On a envie de leur dire que l'Algérie est un pays souverain et qu'elle le restera. Et qu'elle le restera. Et que vous avez beau essayer de naturaliser un Algérien, lorsqu'un Algérien se rend sur le territoire algérien, il est algérien. Exactement. Et donc, de ce fait, il appartient à l'Algérie de le juger, s'il doit être jugé, de recevoir une peine si c'est mérité et si ça doit être le cas. Ça ne regarde en aucun cas les autres pays et en particulier la France. Mehdi disait très justement tout à l'heure, se rappelle très juste, entre ce qui s'est passé en Israël avec les policiers, avec les gendarmes français et avec la présence du ministre quand même. Des Affaires étrangères sur place, il était sur place. Exactement. Alors là, ça a été éteint en 48 heures. 24, je te jure, 24 heures, Christophe. Oui, non, mais je te crois. Moi, j'étais à l'époque, j'étais en Algérie, je crois, à l'époque que ça s'est passé. On est tellement bien en Algérie qu'on en oublie ce qui se passe dans le monde. C'est pour dire que c'était pour moi quelque chose que j'avais pas vu beaucoup passer parce qu'on n'en parlait pas. Par contre, on mettait les médias français aujourd'hui, du matin au soir, sur les chaînes de désinformation, comme je les appelle en France, on va pas les citer, ils parlent de Boualem Sansal comme quelqu'un qui est leur patriote. Ça me fait bien rire de la part du Rassemblement National et de ces partis de droite et d'extrême droite qui parlent de Boualem Sansal et de Kamel Daoud comme étant des patriotes, alors qu'il y a encore 6 mois, ils n'étaient même pas français. Moi, donc on nage dans le ridicule. Il y a une chose, Christophe, est-ce que tu te rappelles en 2022, est-ce que tu te rappelles de la date du 11 mai 2022 ? Le 11 mai 2022, il y a une journaliste qui s'appelait Chérine Abou Akhla qui a été tuée d'une balle dans la tête. Chérine Abou Akhla. Voilà, qui a été tuée d'une balle de la tête dans les territoires occupés, d'accord, par un sniper. Et qui est palestinienne et américaine. Palestinienne et américaine. Et ça a duré. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Elle n'a pas été mise en prison. Christophe, elle a été liquidée. Et alors qu'elle portait un gilet estampillé presse. Alors qu'elle portait un gilet de presse, exactement. Ça a duré combien de temps en France ? Ça a duré combien de temps en France ? Est-ce qu'on a vu des bandeaux sur les mairies ? Est-ce qu'on a vu des livres d'or qui ont été faits pour elle ? Est-ce qu'on a vu des éditos ? Est-ce qu'on a vu le point qui fasse en grand otage ? Ou est-ce qu'on a vu sur des journaux où il y avait écrit assassin ? Jamais. Jamais. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures, Christophe ? Moi, c'est la seule chose qui m'écœure. Est-ce que la vie d'un Palestinien est moins importante, ou d'une Palestinienne en l'occurrence, qui a été assassinée, est moins importante que la vie de Boualem Sansal qui a été juste entre guillemets, je tiens à préciser, mis en prison. Pourquoi l'abattage médiatique sur tous les journaux d'extrême droite, toutes les chaînes de radio et de télévision d'extrême droite en continu parlent de Boualem Sansal et en font un martyr vivant, alors qu'une martyre qui est véritablement morte, assassinée, ça a duré 24 à 48 heures. Et voilà ce qui me fait mal au cœur. C'est ce 2 poids 2 mesures. Christophe, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Christophe, le temps d'aller en pub. Je rappelle tout juste qu'à Gaza, il y a le plus grand nombre de journalistes assassinés. 145 à ce jour. Caméraman, photographe et bien sûr aucun Très bien. Un crime de guerre donc caractérisé. C'est un crime de guerre contre la presse. On continue d'en parler dans quelques instants. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Hebdo Show, on est en plein débat donc sur l'affaire Sansal. Nous évoquions il y a quelques instants le nombre de journalistes palestiniens, donc, et pas que, le nombre de journalistes tués à Gaza. On retourne du côté de Marseille où se trouve Christophe Roux.
Alors justement, pour faire la suite de mon propos, par rapport à ce que disait Mehdi, et s'interrogeant en fait sur ces médias qui choisissent en fait leur angle d'attaque, mais j'ai envie de dire qu'un exemple qui est encore plus près de ce qu'on a souligné depuis tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé cette semaine, et d'ailleurs bravo à vous de lui avoir rendu hommage à ce grand homme qui est Gilles Devers. Pardon, j'ai pas vu un bandeau, j'ai pas vu une émission spéciale. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Gilles Devers, qui était pourtant un éminent avocat, qui s'est battu et qui était un vrai colonialiste dans le vrai sens du terme. Il choisissait pas ses combats selon ses convictions. Non, il était vraiment à fond anticolonialiste. Il a défendu à corps et âme la cause palestinienne, pour l'avoir moi aussi reçu à plusieurs reprises dans la radio dans laquelle je travaille, à France Maghreb 2. C'est quelqu'un qui était extrêmement engagé, mais pas que. La lutte aussi pour le Sahara occidental, à qui on lui doit d'ailleurs la dernière victoire d'invalidation des accords entre l'Union européenne et le Maroc. Un grand monsieur qui méritait quand même qu'on puisse lui faire au moins une émission, parler un peu de sa carrière, de ses combats. Rien. En fait, aujourd'hui, on a l'impression en France que c'est le lobby sioniste et l'extrême droite qui donnent le là dans notre pays. Mais j'ai envie de vous dire encore, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire déjà sur votre plateau, ce qui est rassurant, Mehdi, toi qui es un amateur de foot, c'est que au Stade de France, la réponse a été donnée. Le peuple français ne répond plus, ne croit plus à leur propagande. Il n'y avait personne, c'était la chouma. Personne pour regarder ce match de la honte dans notre pays. Rendez-vous compte qu'en 2 jours, dans la même semaine, dans notre pays, en France, on a eu un match de la honte France-Israël. La veille, une soirée à l'initiative de Israel Forever pour récolter de l'argent pour l'armée criminelle sioniste. Ça se passe en France et après ça vient de donner des leçons à l'Algérie. Si vous permettez, Christophe, juste en parlant de lobby sioniste, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'avocat de Boualem Sansal, c'est François Zimré. Il est connu pour être l'avocat sioniste, on peut le dire. Il est un grand ami de Benjamin Netanyahou et c'est aussi le même avocat qui s'est engagé en novembre 2023 à déjouer l'action justement de maître Gilles Devers de déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour condamner justement le génocide du peuple palestinien. Et c'est également la même personne qui avait joué un rôle clé dans l'exfiltration de Amira Boraoui. C'est donc pas un hasard aujourd'hui que ce soit lui qui assure la défense de Boualem Sansal. Et François Zimré, pour ton information, il était ancien ambassadeur de France au Danemark. Il vient donc de la diplomatie française. Je voulais parler, François et Nouhed et Nalimel, sur le cas BHL. Parce que BHL, Bernard-Henri Lévy, en fait, il s'appelle Bernard Lévy, oui. On parle de lui, c'est pas par gaieté de cœur, parce qu'il vient de commettre un éditorial insultant à l'égard de l'Algérie et de son chef d'État. Il parle d'une clique policière, d'un État assassin, probablement qu'il parle de son État de cœur, son pays de cœur qui est Israël. Et donc, en matière journalistique, on appelle ça de la diffamation. Ça a été publié par Le Point qui mène donc une campagne contre l'Algérie à travers cette histoire de Sansal. Il faut rappeler qui est BHL. BHL est un véritable système. Il était dans les bagages du président Emmanuel Macron lorsqu'il est parti au Maroc. Et d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy et son épouse, ils ont un très beau palais à Marrakech, le palais Zahia, qui est juste à côté du palais royal de Marrakech, qui a été racheté à Alain Delon pour 2 millions d'euros. Vous imaginez la somme, mais Bernard-Henri Lévy, qui un jour, Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme de gauche, en 2007, il avait qualifié milliardaire déguisé en philosophe, parce que lui, il passe sur tous les plateaux depuis 1977, depuis la première émission de Bernard Pivot, et il fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes, ces philosophes qui vont mettre en cause les utopies, le marxisme, etc. Il y a beaucoup d'anecdotes par rapport à BHL. D'abord, BHL, on l'appelle le commercial des guerres, parce qu'il est dans tous les conflits. Il a été en Bosnie, il a été en Libye, il a été en Afghanistan, il a été un peu partout dans le monde. Et là où il va, il sème le chaos. Oui, et c'est là où il part, il écrit un
libre, il fait un film et il se fait inviter dans tous les plateaux, il ne quitte pas pour donc apparaître comme celui qui donne des leçons, qui a des idées à produire, alors que personne ne se rappelle des idées produites par Bernard-Henri Lévy, mis à part les appels à la guerre, mis à part les insultes à l'égard des musulmans, mis à part les insultes à l'égard des migrants. Je rappellerai une autre anecdote. En 2007, Bernard-Henri Lévy, en 2007, il y avait des élections présidentielles en France. Il y avait Ségolène Royal et il y avait Nicolas Sarkozy. Ça, en parenthèse, c'est l'ami de Nicolas Sarkozy. Alors le matin, il conseillait Nicolas Sarkozy et le soir, il coachait Ségolène Royal. Alors qu'ils étaient deux candidats, ils faisaient donc le travail. BHL, Faisal, est connu pour être l'un des plus grands sanguinaires et celui qui a le plus de sang sur les mains des 20 ou 30 dernières années. Bien sûr, par exemple. Il faut le dire, ça aussi. Oui, là où il va, la mort est derrière lui. Absolument. En Libye, la Bosnie, là où il va, et attention, et après, il laisse des ruines derrière lui. Les pays ne se relèvent pas derrière lui. D'ailleurs, c'est pour ça, en Libye, c'est lui qui a poussé Sarkozy, son ami Sarkozy, parce que c'est son ami, et ils partaient même en vacances ensemble, et il a poussé à intervenir pour assassiner un chef d'État qui était Muammar al-Kadhafi. Muammar al-Kadhafi, s'il devait être jugé, c'est par son peuple, par un État étranger. C'est un interventionniste. C'est lui, d'ailleurs, Mahdi, qui a développé le droit de l'ingérence. Rappelez-vous, en Afghanistan, il était avec ce qu'ils appelaient les rebelles contre l'armée rouge, l'armée soviétique. 20 ans après, il est devenu contre eux en plaidant pour une intervention américaine en Afghanistan qui a fait 45 000 morts parmi les civils, 70 000 policiers et militaires afghans et plus de 2400 soldats américains et plus de 2200 milliards de dollars pour le trésor américain. C'est la guerre la plus coûteuse pour les États-Unis et lui, bien entendu, Bernard-Henri Lévy l'avait soutenu. Donc effectivement, comme l'a dit Mahdi, c'est quelqu'un qui, là où il y a la guerre, où il y a le conflit, éventuellement, actuellement, il essaie de travailler sur l'Ukraine parce que ça l'arrange. Et si on enlève la guerre, les conflits, la mort, le sang, Bernard-Henri Lévy, il ne reste rien. Juste un point, excuse-moi Nassima, BHL, il faut savoir aussi qu'il a été épinglé par un rapport de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale sur sa fonction. BHL est quand même membre du conseil d'administration d'Arte France. Depuis 30 ans. Conflit d'intérêts. Depuis 30 ans, avec un conflit d'intérêts, et qu'il a bénéficié de 750 000 € de financement de la chaîne pour ses films qui n'ont jamais trouvé un quelconque public. D'accord ? Donc en plus d'avoir un financement pour ses films, que personne ne regarde, en plus de ça, il a un salaire en tant que membre du conseil d'administration. Et son mandat est depuis terminé. 31 ans. Oui, Mahdi, son mandat est terminé. Posez-vous les bonnes questions. Et Arte, qui est une chaîne franco-allemande, a changé la loi pour lui permettre de rester. Il est aussi au conseil de surveillance du Monde, il est chef d'entreprise, il est éditeur chez Grasset, et d'ailleurs tous ses livres sont publiés chez Grasset. Et il avait, au niveau de cet éditeur, qui est aussi parmi les privilégiés de l'espace éditorial français avec Gallimard, avec Le Seuil, et il choisissait qui pouvait pousser, qui pouvait encourager, qui pouvait bloquer. Il a bloqué beaucoup d'écrivains. De toutes les manières, Faisal, il faut reconnaître une chose, c'est que cette avalanche qui se bat sur l'Algérie, elle n'est pas innocente, elle n'est pas gratuite. Évidemment. Parce que l'Algérie est un pays, l'Algérie qui dérange, l'Algérie recèle des richesses, l'Algérie est en bonne voie. L'Algérie, la France n'arrive pas encore à faire le deuil sur la perte de l'Algérie. Il faut les comprendre. Aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est d'utiliser, moi, ce que j'appellerais les harkis contemporains. Les bons harkis. Qui sont, moi, le terme exact, c'est les harkis contemporains, qui sont Daoud, des Sansal et peut-être d'autres aussi, dont on ignore encore les noms. La France, maintenant, aujourd'hui, a été démasquée par ses intentions de déstabilisation, de dérangement. Là, c'est encore une preuve tangible que l'Algérie avance dans sa politique économique, dans sa politique d'armée, dans sa politique de gérer la société et sociale. Je crois que pour ça, il faut qu'il y ait de la vigilance de la part du peuple algérien et il me semble que le peuple algérien est bien conscient de tous ces dangers qui nous guettent. Tout à fait. Par rapport à BHL, il faut rappeler aussi que durant les années 1990, il avait été accusé dans l'affaire Botul de bidonnage et de plagiat également. En 2011, un ouvrage qui a été publié par Pascal Boniface, du nom des intellectuels faussaires,
avait classé BHL dans la catégorie des seigneurs et maîtres des faussaires. Et il faut dire que Bernard-Henri Lévy a toujours été animé par son soutien inconditionnel de l'antisioniste, de la destruction du monde arabo-musulman et de toutes les puissances qui ne se soumettent pas à ce axe occidentaliste et finalement impérialo-sioniste. Et vu que ces personnes se reconnaissent entre eux, il faut rappeler aussi que l'inénarrable Boualem Sansal est également connu pour une affaire de plagiat dans son ouvrage de 1084 où il aurait plagié ou assigné l'Araj. Donc les écrits de... Qui avait un livre qui portait le même titre. Exactement. Et d'ailleurs, il faut dire aussi que les écrits de Boualem Sansal sont connus pour être truffés de contre-vérités, pleins de mensonges et des propos même du journaliste français engagé Jacques-Marie Bourget. C'est un néocolonisé, donc en parlant de Boualem Sansal, il le qualifie de néocolonisé et d'auteur médiocre au contenu affreux. Et de son côté, Rachid Boujedra les avait qualifiés de contrebandiers de l'histoire Faisal Matawi. Après les graves révélations qui ont été faites donc, sur les conditions d'écriture de Kamel Daoud de son roman prix Goncourt, donc Ouri, qui a honteusement exploité le récit dramatique de Saada Arban, et donc victime du terrorisme, les poursuites intentées contre lui. Est-ce que on peut dire aujourd'hui, Faisal, que le camp des agents d'influence révisionnistes a pris un sacré coup? Oui, il a pris un sacré coup parce que l'affaire Boualem Sansal, on a tenté, en faisant tout sous tapage, peut-être pour répondre aussi partiellement à Mahdi, ce tapage aussi vise un autre objectif, c'est de cacher l'affaire Kamel Daoud. Oui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de journalistes français qui, plus ou moins honnêtes, qui s'interrogent aussi sur cette affaire et essaient d'enquêter, essaient d'avoir de l'information. Et que fait Kamel Daoud? Il publie dans le point où Bernard-Henri Lévy a insulté l'Algérie, son président. Kamel Daoud écrit un éditorial, un non-texte, où il dit pourquoi l'Algérie déteste tant ses écrivains. Est-ce que l'Algérie déteste ses écrivains? Et dans ce texte, apparemment, si on le lit bien, parce qu'il écrit « j'écris, cela me coûte cher, je ne me sens plus incapable de payer la facture, etc. etc. » Cette fois-ci, écrire coûte à l'amour de ma vie, femme, à mes enfants, à mon corps, à mon sommeil, à ma nourriture, à mes bras, etc. Donc les filles, dans la littérature réelle, parce que vous aurez remarqué, Mahdi Sami, que tous les débats... Je termine. Non, je te laisse terminer. Oui. Si l'Algérie détestait ses écrivains, alors, c'est pas chaque année. Pourquoi chaque année elle organise la foire du livre? Non, pas uniquement la foire du livre. L'Algérie a nommé Kamel Yasmina Khadra, directeur de l'Institut culturel français à Paris en 2008. L'Algérie a nommé Amin Zawi, qui est un écrivain aussi, comme Yasmina Khadra, directeur de la Bibliothèque nationale algérienne. Et elle a nommé aussi Tahar Ouattar, qui est un grand écrivain arabophone, qui a été directeur de la radio algérienne. L'Algérie ne déteste pas les écrivains. Ce qui est en train de nous dire Kamel Daoud Nouhed, c'est que je suis le seul écrivain, moi et Boualem Sansal, parce que nous sommes allés en France et qu'on écrit en toute liberté, comme si les débuts de Kamel Daoud étaient en Algérie. Ses deux premiers romans, Mœurs contre enquête et Zabour, étaient publiés en Algérie. Ses chroniques ont été publiées en Algérie. Et contrairement à ce que raconte la presse française, les livres de Boualem Sansal n'ont jamais été interdits en Algérie. Il disait n'importe quoi sur le pouvoir algérien, sur la société algérienne, sur l'islam, sur la langue arabe, sur l'histoire algérienne. Sur l'armée de libération nationale aussi, hein, dans le village de l'Allemand. Le village de l'Allemand, où il fait un parallèle honteux entre l'armée de libération nationale, notre glorieuse armée de libération nationale, et le régime nazi, pour dire voilà, ils travaillent ensemble pour plaire à ceux, parce qu'il est parti en 2012 se lamenter devant le mur des lamentations. Donc tout ce discours, effectivement, entre dans le cadre d'un révisionnisme. Le révisionnisme, c'est quoi? C'est de parler d'un décennie noire. Et Kamel Daoud est en train de mentir parce qu'elle a dit je suis le premier à écrire sur la décennie noire, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de romans, de films, de documentaires publiés en Algérie sans être censurés qui ont abordé cette question. Donc pour l'extrême droite française qui est en train de fabriquer des idées en disant voilà, ne parlez pas de la guerre de libération nationale, ne parlez pas des crimes coloniaux, des massacres coloniaux. La France à ce jour n'a jamais reconnu ces crimes coloniaux de 132 ans. Parlez plutôt de la décennie noire parce qu'après tout c'était entre vous, alors que la colonisation française c'était des soldats français. Et Kamel Daoud est un élément utilisé dans cette propagande avec
C'est pour ça que j'ose pas utiliser le terme devant les téléspectateurs. C'est pour ça que ça les agace qu'on mette Boualem Sansal en prison parce qu'il a remis en cause les frontières de l'Algérie, la souveraineté de l'Algérie, son indépendance et son histoire. Il a un agenda respecté. Ils ont des agendas. C'est pour ça qu'ils utilisent le terme otage, dictature, régime. Ils ont une allégeance, disons-le clairement, ils ont une allégeance au colonialisme sioniste. Oui, mais plus que ça, il y a une partie des pays occidentaux qui aujourd'hui n'arrivent pas à se défaire de cette vision coloniale. Et d'ailleurs, les post-colonial studies ou études post-coloniales travaillent en profondeur sur cette thématique-là. Il faut aussi revenir sur les propos de l'historien Mohamed Doumir, qui est revenu sur cette affaire-là et qui a dit que s'il y a tout un acharnement de l'extrême droite française qui prend en otage aussi l'État français, c'est une forme de guerre psychologique et cognitive pour faire douter les Algériens et la jeunesse algérienne de notre histoire et de notre glorieux passé. Excusez-moi, Boualem Sansal, pourquoi on se dit les termes. Oui. Boualem Sansal, d'accord. Pourquoi il est sponsorisé? Parce que c'est du sponsoring qui est en train d'être fait. D'accord? C'est une projection de lumière sur lui. Pourquoi? Et je l'ai dit la semaine dernière et je le répète aujourd'hui. Il est sponsorisé, il est adoubé, il est aimé parce qu'il crache sur les Algériens, mais parce qu'il est algérien lui-même. C'est plus facile pour eux de le justifier vu qu'un Arabe critique les Arabes, un Arabe critique l'islam, un Arabe critique... Et ben pour eux c'est plus crédible, c'est plus vendeur, c'est plus agréable à entendre. Ils ne vont pas dire « Ah non, regarde, c'est des fachos ». Il ne peut pas être facho parce qu'il est de chez nous. Mais excuse-moi, moi il y a une chose qui me sidère. Qui se souvient ici de l'affaire Youssef Attal, notre joueur de l'équipe nationale, qui a été condamné, excusez-moi messieurs, dames, qui est parti en garde à vue, ils ont perquisitionné chez lui, joueur de football. À l'OGC Nice. Le mec, c'est pas un écrivain, c'est pas un philosophe, c'est un joueur de football. Pas parce qu'il a écrit quelque chose sur ses réseaux sociaux. Il a juste partagé un post qu'il n'avait pas lu jusqu'à la fin. Donc que le post soit peut-être... qui peut prêter à confusion, je ne sais pas, parce que je ne connais pas le poste en question, mais il a partagé un post sur son profil Instagram. Youssef Attal a été perquisitionné, mis en garde à vue, pendant plus de 48 à 72 heures, je crois, et il a été condamné, joueur de football, pour avoir partagé un post, pas pour avoir écrit un post, pour l'avoir partagé uniquement. Et a été condamné à 8 mois de prison avec sursis en France. Mais là, je n'ai pas entendu Kamel Daoud et Boualem Sansal s'offusquer du manque de liberté d'expression. On va retourner vers Gamal Abina du côté de Paris. Gamal Abina, il y a une certaine criminalisation du soutien à la cause palestinienne. Il y a eu également cette affaire qui est sortie il n'y a pas si longtemps où DJ Snake nous dit qu'il a été contacté pour qu'il efface tout ses postes en soutien à la Palestine. Il a été contacté par l'Élysée. Alors lui, étant donné qu'il ramène beaucoup d'argent, on ne lui fait pas la même chose qu'à Youssef Attal. Surtout qu'il est indépendant parce qu'il a fait sa fortune aux États-Unis, donc c'est pas le même rapport. Mais oui, j'ai envie de dire simplement effectivement que le terrorisme intellectuel qui a été fait par une loi scélérate en l'occurrence, la loi qui dit que vous faites de l'apologie du terrorisme, donc on peut aller très loin dans ce genre d'interprétation, a conduit pas mal de personnes à être évidemment en garde à vue. Ça s'appelle des procédures Bayon. Le but, c'est de faire en sorte de faire taire les personnes qui ne sont pas d'accord avec l'expression colonialiste. Alors, j'ai envie de revenir sur l'idée de BHL, ne grossissez pas le personnage. C'est un pauvre type, c'est un clown triste en l'occurrence, qui est très utile à l'impérialisme occidental pour pouvoir légitimer l'action contre les Somaliens, les Libanais, les Syriens, les Libyens surtout. Mais BHL n'a pas un rôle aussi important. Il est nécessaire pour que d'autres agissent. Il ne faut jamais oublier que le sionisme est né en Occident, il n'est pas né ailleurs. C'est pas né dans les camps de concentration allemands, c'est pas du tout ça. C'est né en Occident, entre la France et l'Angleterre. Et donc, effectivement, l'impérialisme occidental a besoin de ce genre de clown pour pouvoir faire pression. Et il se trouve que des méthodes ils ont tordu la loi. Je veux dire, la loi de 2014, voulue par qui? Voulue par les socialistes, est une loi qui est destinée effectivement à faire taire l'opposition par rapport à la guerre. Pourquoi? Parce qu'avant 2014, vous aviez pour le conflit de 2006, de 2008, 2012, des centaines de milliers de pro-palestiniens qui étaient dans les rues à Paris, avec des slogans extrêmement
clair par rapport à la décolonisation de la Palestine. Et ça a dérangé le pouvoir socialiste qui n'a pas su interdire. Ils ont essayé de faire interdire des manifestations. On se souvient de la grande bataille, j'y étais d'ailleurs, on était à Barbès, où c'était une bataille rangée, où les images qui sont sorties sont les images de Palestiniens qui se battaient avec des kéfiers. C'est ça qu'on a vu à Paris. Et donc tout ça, pour éviter ça, ils ont initié ce mouvement comme ça d'action politique, d'action judiciaire, sous de faux prétextes, avec vraiment un éventail très large d'interprétations qui font que n'importe qui va poster ou retweeter, c'est un retweet qui avait été fait de la part du Youssef Attal, un soutien à la Palestine qui serait interprété comme étant une forme d'apologie du terrorisme, finit en prison. C'est une loi qui a été contestée par LFI, effectivement. C'est une loi scélérate, hein. C'est une privation de liberté. Aux États-Unis, ça n'existe pas parce que la liberté est totale. En France, on cadenasse la liberté pour être certain d'empêcher le soutien aux Palestiniens. Mais c'est difficile aujourd'hui de cadenasser parce qu'évidemment, c'est tellement monstrueux les crimes produits en Palestine, tellement d'assassinats par jour, une barbarie sans nom et surtout, c'est l'extrême droite qui est à la manœuvre. En France comme en Palestine. Très bien. Nassima, ce 2 poids 2 mesures, on en parle toujours. Hein. Donc malgré le mandat d'arrêt international qui a été émis contre le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Guerre Yoav Gallant, donc la France a choisi d'accorder une immunité diplomatique. C'est un statut d'exception que la France accorde donc à ce sanguinaire qu'est Netanyahou. C'est toute la légitimité morale de la France qui est remise en cause. Tout à fait. C'est le seul pays à le faire. Hein. C'est le seul pays à le faire, alors que c'est parmi les premiers signataires de la CPI. Écoutez, le premier émissaire qui était Le Drian, qui a été dépêché au Liban pour négocier un éventuel cessez-le-feu et qui n'avait pas marché, bien sûr, parce que l'entité sioniste Netanyahou ne fonctionne et ne dialogue qu'avec l'administration américaine, notamment l'administration Biden, alors que par la suite, c'est Hochstein qui a pris le relais, officiellement dépêché dans cette région. D'ailleurs, les négociations avaient bien fonctionné avec je parle de la partie libanaise. Et quand il s'est rendu à Tel Aviv, Netanyahou, il avait il a émis des réserves. Donc, il est reparti Hochstein sans avoir obtenu un éventuel cessez-le-feu. Par contre, je rajouterais juste quelque chose, que les Français, finalement, n'ont pas joué ce grand rôle dans cet arrêt de guerre ou ce cessez-le-feu. Le mérite revient, bien sûr, aux États-Unis, à l'administration américaine. Alors, Nariman, la France qui perd également en toute crédibilité auprès des peuples, notamment en Afrique. La France de plus en plus rejetée par la région sahélienne. Les autorités tchadiennes ont mis fin aux accords de coopération, de sécurité et de défense avec la France. C'était hier jeudi. Oui, mais il faut savoir aussi que c'était hier. Non, c'était hier vendredi. Il faut savoir aussi que cette rupture a pris de court Paris. Hein. Ni Jean-Noël Barrot, ni le président Emmanuel Macron n'avaient été mis au courant au préalable de cette décision, alors qu'au contrario plutôt, plusieurs médias tchadiens avaient indiqué pour leur part que cette décision allait être prise par le gouvernement tchadien il y a déjà un certain moment, en plus de plusieurs mesures de rupture avec la France, en sachant également que les bases et les installations militaires françaises au Tchad sont les plus importantes et les plus anciennes du continent. Absolument, parce que vous savez que la France a plusieurs bases. D'abord, elle a des bases au Sénégal, et d'ailleurs le président sénégalais a parlé aussi, a appelé à ce que les forces françaises quittent le pays. Le président Bassirou Diomaye Faye avait dit: est-ce que, en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars et avec des véhicules militaires sénégalais? La France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Et là, il demande aux soldats de partir, donc c'est le 4e pays, il me semble. Ajoutons que la présence après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, incompatible avec la souveraineté du pays. Du pays, d'ailleurs le PASTEF pas avec les bases, la présence de bases. De bases militaires, parce que le Sénégal, le parti qui gouverne actuellement le Sénégal, c'est le PASTEF, donc c'est un parti qui plaide pour le panafricanisme, pour la souveraineté. C'est effectivement un camouflet, c'est la presse française qui le dit, c'est camouflé parce que la décision du Tchad a été annoncée quelques heures après le départ du ministre des Affaires étrangères français. Christophe Roy, une question très rapidement pour vous. La France chassée de l'Afrique, c'est une défaite stratégique, très rapidement?
Alors, la question est toute simple aujourd'hui. Quand on est malade, on va voir qui? On va voir un garagiste ou un médecin? Je veux dire, il suffit tout simplement de dire qu'aujourd'hui, en France, remontons 20 ans en arrière, on avait, je crois, à mon sens, un vrai diplomate à la tête du ministère des Affaires étrangères, en la personne de Dominique Villepin. Ouais. Voilà. Bravo. Donc aujourd'hui, quand vous avez Jean-Noël Barrot, Catherine Vautrin, Le Drian et le pire, Séjourné, qui n'a pas séjourné très longtemps d'ailleurs, excusez-moi, mais il y a quand même de quoi se poser des questions sur ce qui apparaît comme étant un grand pays comme la France, avec des intérêts quand même importants en Afrique. Je veux dire, rappelons-nous quand même de la politique du président Feu Chirac, qui était quand même notamment tout à fait autre chose. Rappelez-vous de la visite de Jacques Chirac en Algérie en 2003. C'était quand même extraordinaire. Accueilli par le peuple algérien, là les relations étaient au beau fixe. 20 ans plus tard, voilà où on en est, avec un président qui un jour est capable de dire un truc, le lendemain il revient totalement en arrière. Rappelez-vous que Emmanuel Macron avait quand même osé proposer au début de l'attaque après le 7 octobre de l'armée israélienne, une coalition pour lutter contre le Hamas et les groupes terroristes. On nage en plein délire. Très bien. Christophe Roux, excusez-moi de vous couper, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants pour parler d'un grand militant panafricaniste. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie d'Hebdo Show. Nos invités, Christophe Roux et Gamal Abina, sont toujours avec nous depuis Marseille et Paris. Narimen, on va parler cinéma ce soir avec la sortie en Algérie du film Docteur France Fanon. Alors exactement, petite idée sortie de la semaine, si vous ne savez pas quoi faire le week-end prochain, je vous invite à aller regarder le film Docteur France Fanon du réalisateur algérien Abdelnour Zahzah qui vient de débarquer dans les salles de ciné algériennes, une œuvre coproduite par le Centre algérien de développement du cinéma, le CADC donc. Alors pour vous faire un petit synopsis, mais sans spoiler, ce long métrage de 90 minutes est censé vous plonger au cœur de l'Algérie colonisée dans les années 50 en retraçant les années marquantes du célèbre psychiatre et militant anticolonialiste France Fanon, ainsi que son rôle en tant que médecin-chef dans l'hôpital psychiatrique de Blida, Joinville, à l'époque où il mettait en pratique ses théories révolutionnaires de psychothérapie institutionnelle. On regarde la bande-annonce et on revient. Avant d'arriver à Blida, Joinville, j'ai déjà soigné les Algériens en France. Et même avant, je connaissais les Algériens. Mais à Blida, Joinville, nous ne mélangeons pas les musulmans et les Français. Nous y sommes tous joyeusement et gratuitement accueillis. Dans le monde de la psychiatrie, les Porot, Bardona sont plus connus que votre Toscaïès qui joue au foot avec ses malades. Allez, monsieur du gouvernement, ils disent qu'il n'y a pas la guerre en Algérie. Ils croient quoi? Que la police, elle va remettre l'ordre tout seul? Moi, je vous le dis, docteur, c'est la guerre. Et quand ils s'en apercevront, ça sera trop tard. Il est où, maintenant, votre docteur envoyé par Dieu? Rien ici ne vous appartient. Visage désespéré, ventre résigné. Et qu'importe si ce pays est beau, et je préfère m'arrêter là. France Fanon a été sélectionné dans plusieurs événements cinématographiques prestigieux internationaux cette année, donc, dont le Festival international du film de Berlin, le Festival du film de Copenhague ou encore le Moscou Film Festival. Faisal Matawi, on peut dire que le film a déjà marqué les esprits sur la scène internationale avant même sa diffusion en Algérie. Absolument, parce que l'esprit de France Fanon, l'esprit anticolonial et colonialiste de France Fanon, il revient en force dans le monde occidental et dans le monde un peu partout. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qui se passe à Gaza, parce que ce qui se passe à Gaza, c'est de la colonisation, c'est de la brutalité coloniale. Et donc cet esprit de France Fanon, il revient. Et donc ce film
suscite l'intérêt. D'abord, les téléspectateurs ont remarqué que le film est tourné en noir et blanc, ça lui donne plus de force documentaire. Et le film, il a un titre très lent, on a dit, mais il s'appelle « Chronique fidèle survenue au siècle dernier à l'hôpital psychiatrique Blida Joinville, au temps où le docteur Frantz Fanon était chef de la 5e division entre 1953 et 1956. » Tout ça, c'est le titre. C'est le titre et ça a été accepté comme ça, y compris au Festival de Berlin, qui est quand même un festival prestigieux. Vous aurez remarqué l'animal qui ne va pas passer au Festival de Cannes. C'est conçu comme un film d'auteur. Oui, il passera au Festival de Berlin. Il a été projeté au Festival méditerranéen de Annaba en Algérie, aux Journées cinématographiques de Bjaïa en Algérie. Il a suscité beaucoup de débats. Il était en lice aussi pour les Oscars. Pour les Oscars, oui, c'est vrai. Et c'est un film qui évoque une période qui est peut-être peu connue de Frantz Fanon, parce que Frantz Fanon, on connaît le militant nationaliste, on connaît celui qui s'est engagé avec le FLN, celui qui est parti à Tunis, qui a travaillé pour que l'image de la guerre de libération nationale et le discours libérateur anticolonial algérien soit porté dans le monde. Voilà un homme qui a aussi essayé de révolutionner un peu la psychiatrie, parce que le film, on voit, quand il est parti donc, à cet hôpital, il a essayé de changer les méthodes, parce qu'il faut noter que la psychiatrie coloniale avait une école qui s'appelle l'école d'Alger. Ce n'est pas les Algériens qui l'ont fait, mais c'est un certain Antoine Porot et également Bardona, deux psychiatres coloniaux. C'est quoi les psychiatres coloniaux? Ils considèrent les êtres humains, les musulmans, les Algériens que nous sommes, comme des êtres humains. Ils ne sont pas traités de la même manière, ils ne sont pas mélangés au sein de l'hôpital. C'est une discipline de répression, Faisal. La psychiatrie coloniale, elle existait, elle est utilisée à ce jour. Le colonialisme israélien l'utilise parce que, pourquoi il considère les humains comme ils ne sont pas les égaux des Israéliens ou des Juifs, etc. Et c'est véhiculé aussi par des gens comme Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, Glucksmann, Friedrich-Krot et tous ces psychologues, plutôt philosophes qui considèrent que les Arabes et les musulmans ne sont pas les mêmes que les autres. Je vais te couper. Effectivement, moi je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, aujourd'hui, même les Palestiniens le reconnaissent. Quand on avait évoqué le sujet de Marwan el-Barghouti, dans les prisons israéliennes, il y a la séparation justement de tous les prisonniers pour les classer de seconde zone, pour rejoindre un petit peu le film. Et c'est des vérités historiques qui sont remises au goût, c'est-à-dire au grand public, pour connaître et découvrir la révolution et tout ce qui se pratiquait pendant ce temps-là. Il faut noter, Nassima, que les Français ont tout fait pour faire oublier Frantz Fanon. Comme Mahdi souligné tout à l'heure, certains faits, c'est pas nouveau Mahdi, hein. Ça fait très très longtemps. Par exemple, il y a peu d'images produites sur Frantz Fanon, peu de documentaires. Et ce film est censuré en France. Le film de Abdel Zarzar qui est sorti en Algérie, il est censuré en France parce que je sais que le producteur et réalisateur a tenté de le distribuer en France, personne n'a voulu le prendre. Vous voyez, donc ceux qui nous donnent des leçons sur la liberté d'expression, etc., refusent même un film de fiction, parce que c'est un film de fiction. Mais ce qui est intéressant aussi, pardon Samy, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce film a été tourné en immersion totale dans l'hôpital Frantz Fanon de Blida, en coopération avec le ministère algérien de la Santé. On écoute à ce propos le réalisateur Abdel Zarzar et l'acteur principal Alexandre Dossan. La première motivation, c'était de raconter Fanon avec le point de vue algérien. Parce qu'il y a beaucoup de films, notamment il y a un film français qui va sortir dans pas longtemps, il y a eu un film britannique, il y a beaucoup de films. Donc il fallait... Fanon est mort très jeune, à l'âge de 36 ans. Donc tout le monde veut s'approprier Frantz Fanon et raconter maintenant qu'il est devenu à la mode et qu'il est enseigné dans les universités, etc. Frantz Fanon, vraiment, c'est de l'avoir incarné, c'était très émotionnel. Voilà, on a joué ce film dans Blida, en immersion, dans l'hôpital dans lequel il a exercé. J'ai été en contact avec son fils, son petit-fils. J'ai logé dans la villa dans laquelle il a logé. Déjà sur le tournage, c'était très chargé émotionnellement. J'étais très supporté par toutes ces forces parce que les murs parlent, les murs ont du vécu. Et le présenter au public algérien, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire parce que voilà, Fanon c'est l'ami d'Algérie et le montrer devant le public algérien, je savais que ça allait être quelque chose d'émotionnel parce que la guerre, c'est quelque chose de très dur et on fait plus des hommes comme Frantz Fanon, des personnes qui vont au bout de leurs convictions, qui sont humanistes, qui n'ont pas peur de dire des choses et qui sont contre.
Christophe Rowe, pas de projection donc prévue en France pour ce film qui retrace le parcours et l'engagement révolutionnaire de Frantz Fanon. Encore une fois, un bel exemple en fait de ce qui dérange aujourd'hui quand on parle d'un véritable grand acteur, un grand monsieur. Il faut souligner qu'à propos du film, d'ailleurs, il y a l'excellent Moussa Sylla qui interprète d'ailleurs Frantz Fanon dans ce film, excellent acteur. Pour le coup, que vous dire de plus que évidemment rien de neuf à signaler sur le logiciel. La fameuse liberté d'expression à géométrie variable. À géométrie variable. C'est quand ça nous arrange, quand ça va dans notre sens, quand ça tape sur les bras, quand ça tape, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est open bar dans tous les cinés. Par contre, dès qu'il y a un peu de réflexion, que ça revient un peu sur l'histoire, et que ça peut parfois aussi déranger l'histoire de ce pays, en l'occurrence la France, là, par contre, là, on fait blocage. Frantz Fanon est né à Fort-de-France, en Martinique, rappelons-le. Un grand monsieur qui est un bel exemple et qui aurait beaucoup à dire, beaucoup à faire sur ce qui se passe. Et Christophe, il faut savoir aussi que dans le programme du président de la République, le développement du cinéma algérien et son essor fait partie d'un des objectifs du président de la République qui veut faire du cinéma un axe majeur du rayonnement culturel et algérien. L'Algérie a tous les atouts pour être une puissance cinématographique parce que le président met tous les moyens disponibles pour le 7e art, le fameux 7e art, pour que le cinéma algérien se développe. Et on a déjà un grand projet par rapport au film qui va être fait sur l'émir Abdelkader, où il y a un appel d'offres international qui a été émis justement pour que les plus grands studios du monde entier puissent proposer leurs services. Et nous essayons, enfin l'Algérie essaie de développer au fur et à mesure tout ce qui est studio de cinéma et tout ce qui est projection et production surtout de films en Algérie. Et donc, ce sont des films aussi qui offrent de véritables leçons d'histoire. Dans le cas de Frantz Fanon, il s'agit de lutte contre le racisme, il s'agit aussi d'aliénation mentale et sociale causée par le colonialisme. Oui, parce que Frantz Fanon, et ça c'est pas dit dans les scientifiques honnêtes le disent, Frantz Fanon a révolutionné la psychiatrie moderne parce qu'il a mis fin à ces pratiques coloniales. Il a par exemple, quand il est rentré à l'hôpital Joinville, qui existe toujours, il porte son nom d'ailleurs, l'hôpital Frantz Fanon, il a fait sortir les malades musulmans. Il n'avait aucune pathologie, qui était là-bas juste parce qu'ils étaient... Parce qu'ils dérangeaient. Dès que quelqu'un pensait à la liberté, il les mettait il les considérait comme des fous. Et donc quand ce genre de films sortent, évidemment, ça met, comme disait Christophe, ça met dans la gêne la bien-pensance des néocoloniaux, parce que les néocoloniaux et polnotés sont en train de retourner, ils sont en train de revenir en force en Occident pour faire oublier le passé colonial des anciens empires, l'Empire britannique, les Allemands, les Français, les autres États qui avaient occupé l'Afrique. Et lorsqu'il y a le cinéma africain, parce qu'il y a maintenant une nouvelle pensée, il y a une nouvelle conscience qui est prise. On a parlé du Tchad, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Guinée. Il y a une jeunesse qui demande une paire de lance qui demande le changement. Et lorsqu'il y a des films qui évoquent ces questions, ils sont censurés dans les festivals. Le festival de Cannes ne vous prendra jamais ce film de Frantz Fanon, ni un film qui remet en cause le colonialisme. Gamal Abina, je reviens vers vous. Frantz Fanon, symbole de l'anticolonialisme. On rappelle également que pour ceux qui vont visionner ce film, qu'ils vont retrouver Olivier Fanon, donc son fils, dans le film, son fils qui est haut fonctionnaire algérien. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs son fils adoptif à Alger. Frantz Fanon, c'est l'auteur de Peau noire, masque blanc, c'est l'auteur des Derniers de la Terre. C'est surtout un Antillais, donc qui ça a été dit, né à Fort-de-France, va arriver en Algérie, va voir et constater le traitement inégalitaire évidemment des Algériens, qu'on va considérer comme des grands malades, et qui va expliquer des choses assez extraordinaires. D'abord, il mourra algérien, il faut le rappeler. C'est un héros de l'Algérie, hein. Il y en a eu 8 Antillais qui ont rejoint les rangs du FLN, mais surtout c'est un homme qui a mis l'accent sur quelque chose d'intéressant sur le plan psychologique. La révolution de son approche psychologique et psychiatrique, pour le coup, mais surtout psychologique, c'est de dire que des gens issus des colonies vont finir par
sur la honte de soi, le fait d'avoir été un descendant d'esclaves, ou d'avoir été vaincu par la colonisation, ou d'avoir été réduit effectivement à l'esclavage moderne, vont finir par commencer à avoir une passion pour l'autre, pour celui qui a la peau blanche. Une honte de soi qui fait qu'ils vont se dénaturer. Et c'est vrai que de rappeler que Frantz Fanon, qui était effectivement un Algérien, il n'y avait pas de problème là-dessus, parce qu'il a compris le principe de l'impérialisme colonial, eh bien, il va rejoindre les rangs de la révolution, parce qu'il voit très bien qu'il y a un traitement défavorable aux Algériens. On voit bien avec Germaine Tillon qui va parler de clochardisation d'un peuple, parce qu'ils sont réduits à l'état vraiment de clochards. Et Fanon le fera très bien dans son métier, va exceller, va écrire, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, il est étudié, alors qu'à l'époque, il était censuré. Et pour ce qui concerne le film, c'est important de le rappeler, il y a 2 films algériens qui sont sortis en France, enfin qui sont pas sortis, qui ont été très peu distribués. Je parle d'Héliopolis, je parle de La Dernière Reine qui a fait quand même un bon succès. Eh bien, la problématique pour censurer de façon vicieuse, de façon pernicieuse un film, c'est de ne pas lui trouver un distributeur de la taille nécessaire, de ne pas donner suffisamment de copies pour distribuer en France et dans le reste du monde, parce qu'un grand distributeur fait un grand film. Et aujourd'hui, effectivement, les films algériens pêchent par ça. Et moi, j'ai envie de dire simplement aux autorités algériennes, faites des boîtes de distribution, faites des géants internationaux qui permettront de diffuser les films pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir un peu une vision alternative, une vision autre que la vision colonialiste du traitement effectivement des colonies et des esclaves. Gamal, on a tous été réduits à l'esclavage. Gamal, il faut également rappeler que l'acteur principal du film, Alexandre Dezen, est franco-haïtien, tout comme Frantz Fanon qui est algérien d'origine martiniquaise. Alors, l'origine de cet acteur est importante parce qu'on sait que le peuple haïtien comme le peuple algérien ont tous deux mené une lutte anticoloniale restée dans l'histoire des peuples du monde entier. On se rappelle tous néanmoins lorsque le président français Emmanuel Macron avait fait une bourde une bourde entre guillemets. Hein. Une bourde entre guillemets. Il avait dérapé en insultant le peuple haïtien. Mehdi, comment J'aime bien parler ça. Oui. Justement, je vais poser la question à Mehdi d'abord, après on revient vers vous, Gamal. Comment est-ce qu'on peut expliquer une attitude pareille de la part d'un chef d'État qui prétend être un État civilisé? Une déconnexion totale d'Emmanuel Macron, comme d'habitude. Il parle avant de penser, et c'est toute la difficulté qu'il a. Il n'est pas sa première bourde. Je crois que c'était au Brésil que ça s'est passé, il me semble. Oui, c'était au Brésil. C'était au Brésil lors du G7, il me semble, il y a quelques jours, et où il a traité le peuple haïtien, entre guillemets, de peuple de cons, parce qu'ils ont refusé d'être dirigés par l'ancien Premier ministre. Donc, de quel droit tu traites un peuple de cons? En tant que président de la République, déjà, ça, c'est quelque chose quand même qui est assez révoltant, qui n'est pas du tout diplomatique. C'est de l'arrogance coloniale. Et de surcroît, et moi, c'est ça qui me fait le plus mal, à quel titre, qui es-tu pour insulter, humilier un peuple et le traiter de la sorte? En tant que président de la République, c'est honteux, il n'y a même pas eu d'excuse officiel du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Je trouve que c'est un comportement révoltant, mais c'est passé sous les signes des radars parce que ce n'est pas assez vendeur pour l'extrême droite française. C'est un peu du paternalisme, hein, comme ce fut le cas par le passé, comme à chaque fois, parce que la France, par exemple, découvre qu'en Afrique, le discours paternaliste, l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire selon Sarkozy, ça ne passe plus. Et je voulais un peu rebondir sur ce que disait Nouhed, ce que disait Gamel. Il a raison sur la question de la distribution. C'est vrai, la distribution d'un film est importante, mais il parlait des efforts faits par le président de la République et par l'État algérien pour relancer le cinéma, c'est important. Ce film de Frantz Fanon devrait être partout parce que c'est un film qui parle de nous, qui parle de notre passé. Il s'agit de nos images. Je sais qu'Abdel Zahzah a beaucoup travaillé pour rechercher des images. D'ailleurs, on voit des images inédites à la fin du film. On ne va pas spoiler, qui n'ont jamais été montrées. Et il faut maintenant continuer à travailler parce que le cinéma, c'est le soft power. Nous avons aujourd'hui un institut supérieur de cinéma. Cela n'a jamais été fait depuis l'indépendance de l'Algérie. Ça a toujours été une réclamation des professionnels. On a cette école, à l'Ecoléa. On a aussi une nouvelle loi sur le cinéma. Il y a une volonté de relancer la production. L'État algérien est revenu au financement du cinéma. Donc je pense qu'il y a des possibilités de travailler. Parce que le cinéma porte aussi les images d'un pays. Un pays peut être défendu par un match de football, par du sport, mais il peut être aussi défendu par un film qui obtient des prix dans des festivals. Gamal Abina, vous vouliez réagir sur les insultes du président Emmanuel Macron?
je ne sais pas si M. Macron se rend compte lorsqu'il parle de ce genre de dérapage. Ce n'est pas la première fois. On voit bien que c'est un fonctionnaire d'État qui a travaillé dans les banques et qui n'est vraiment pas dans le rapport diplomatique. D'ailleurs, le corps diplomatique français a été atomisé. Il faut rappeler très rapidement, parce que je ne vais pas m'éterniser dessus, Haïti, c'est quoi? C'est 1804, une défaite française napoléonienne, 30 000 hommes au tapis, par tous à l'ouverture générale qui va s'affranchir de Napoléon. Haïti, c'est quoi? C'est un pays qui va subir une dette de guerre qui va durer jusqu'à 2000, je crois, une dette abyssale qu'ils n'ont pas cessé de payer à la France pour ne pas être envahi à nouveau après un accord qui était pris avec le roi. Haïti, c'est quoi? C'est un pays qui a été divisé en deux. D'un côté Saint-Domingue, pris par les Espagnols, de l'autre côté, ce qui reste, d'un territoire complètement exsangue. Haïti, c'est la première nation noire libérée par la force. C'est important de le rappeler. Donc Haïti, c'est à la fois un phare et un phare qu'on a étouffé, qui était la nation la plus riche de l'époque. Et parce qu'elle était à proximité de l'Amérique, qui ne voulait pas voir les Noirs s'émanciper, puisqu'il les réduisait à l'esclavage, parce qu'elle avait mis la France en échec et que ça a humilié les forces napoléoniennes du dictateur Napoléon, eh bien Haïti se fait aujourd'hui, et c'est là où Macron doit être très maladroit, insulté d'un état de con. Apparemment, il a peut-être préféré le Papadoc, enfin les Duvalier, quoi, qui massacraient leur peuple. Il préférait peut-être l'époque des coups d'État ou de Jean-Bertrand Aristide, qui a trahi son peuple. Il a peut-être préféré, quand on a assassiné le dernier président qui s'est rapproché des Russes et des Chinois. Donc je pense que M. Macron a beaucoup de choses à se faire pardonner et que sa maladresse, plus qu'autre chose, je pense, j'espère que c'est la maladresse, est le fruit peut-être d'une méconnaissance de l'histoire et certainement d'une méconnaissance des us et coutumes diplomatiques. Samy. Effectivement, à l'instar de l'Algérie, Haïti est un symbole de combat libérateur, de noble combat pour recouvrir à sa souveraineté et son indépendance. Par rapport à la figure également de Frantz Fanon, elle est pour moi doublement touchante. Tout d'abord, Frantz Fanon a écrit aussi pour le quotidien Le Moudjahid à Tunis lors de la glorieuse révolution, celle du 1er novembre 1954. Et ce qui fait aussi la singularité de la figure de Frantz Fanon, c'est que c'est l'un des premiers à avoir touché du doigt quelque chose d'extrêmement important, c'est dans ses ouvrages, que ce soit l'an 5 de la Révolution algérienne ou Peau noire, masque blanc, ou également Les damnés de la terre, d'avoir étudié de très près les conséquences psychologiques et psychiatriques que les colonisés pouvaient faire sur le... que le colonisateur pouvait faire porter sur le colonisé, c'est-à-dire lui faire détester sa personne et la haine de soi. La haine de soi, tout à fait. Qui est reprise, Samy, par Kamel Deroute. Exactement. Et Boalem Sansal dans leur écrit. Tout à fait. Ils s'inscrivent dans cette droite ligne. Très bien. Alors, changement d'ambiance. J'imagine qu'il y a beaucoup de gourmands autour de cette table. Qui parmi vous est fan de chocolat? Tout le monde. Mehdi en premier. À votre avis, quel est le meilleur chocolat du monde? Ça, c'est le poids, ça qui parle. Quel est votre chocolat favori? Moi, quel est le meilleur? Chocolat algérien. Évidemment. Oui, on va pas faire de marque, on va pas faire de pub, on va donner de marque. Non, Suisse. Moi, j'ai dit chocolat suisse. C'est exceptionnel. Et le Libanais aussi. Le Libanais est très bon. Il y a du chocolat libanais qui est très bon. Belge aussi. Belge peut-être. Dernièrement, il y a le chocolat de Dubaï aussi qui fait pas mal de bruit. Il y a une nouvelle recette. Chocolat de Dubaï qui vient de Suisse. De Suisse. Eh bien, cette année, Faisal l'a deviné, le meilleur chocolat de l'année 2024, eh bien, c'est le chocolat algérien. Et c'est le chef algérien Ahmed Zamcha qui a remporté ce prix au Game of Food Gastro Antalya 2024 en Turquie. Alors, c'est un prestigieux rendez-vous culinaire qui réunit des centaines de chefs venant de 36 pays différents, dont la Suisse, la Belgique il aime bien le et chocolat. la France. Oui, on voit qu'il aime bien le chocolat. Donc, dont la Suisse, la France et la Belgique qui sont considérés comme des concurrents réputés dans le monde du chocolat. Donc, cette victoire, elle démontre une nouvelle fois que la gastronomie algérienne, sous toutes ses formes, continue de briller sur la scène internationale, n'est-ce pas? Oui, absolument, parce que Ahmed Zamchi, j'ai vu des vidéos sur son compte Instagram. D'ailleurs, la présentation du chocolat, elle est très intéressante. Parce qu'il n'a pas mis la couleur marron. Oui, c'est plein de couleurs. C'est plein de couleurs. Une petite composition. Et c'est bien travaillé comme des œuvres d'art. Vous voyez, donc les Algériens sont aussi capables de remporter. Il fait aussi des trompe-l'œil. Des trompe-l'œil, etc. Et remporter parce que son concurrent était suisse. Donc l'Algérien c'est comme on gagne le Brésil dans le match de football en Coupe du Monde. Donc vous voyez que les Algériens, le produit algérien est en train de se placer. Il y a beaucoup de demandes, parce qu'on lit dans la presse économique mondiale qu'il y a beaucoup de demandes sur le produit algérien. C'est pas pour
se vanter. Il y a beaucoup de pays qui demandent Mais ça rappelle des aussi produits. le succès fou de la pâte à tartiner Molgen. Maintenant, en Europe, en France, en Italie, en Espagne, dans les pays arabes, etc., il y a une zone de libre-échange arabe où il y a de fortes demandes sur le produit. Je pense que c'est une occasion de placer nos produits dans les marchés extérieurs. Oui, mais de toutes les manières, moi j'étais agréablement surprise l'année passée au Liban. Les gens raffolaient des chocolats algériens. Je suis rentrée dans un marchand et je voyais l'étalage plein. Et puis le chocolat algérien, il avait beaucoup de succès. On va retourner du côté de Marseille où on retrouve Christophe Roux, grand amateur de gastronomie algérienne. On le rappelle, il a épousé une Algérienne, donc je pense qu'il mange bien. Christophe Roux, une nouvelle fois, l'Algérie et la gastronomie algérienne se surpassent. Vous êtes-vous tranquillement installé à Alger, dans vos studios, vous pouvez consommer du chocolat, mais moi j'ai bien peur qu'au vu de l'ambiance et des rapports avec l'Algérie ici en France, que dans la semaine prochaine, on va nous dire que le chocolat devient interdit à la consommation en France. Ah bah c'est clair, ça va faire des jaloux en tout cas, Christophe. Ils l'ont déjà fait, Christophe. Ça va faire beaucoup de jaloux. Comment vais-je faire pour goûter le chocolat algérien? Bah vous venez, on vous invite. Bah, avec plaisir. Déjà que j'ai du mal à trouver des pots à Molgen. Heureusement que j'ai des amis, copains qui m'en ramènent depuis l'Algérie. Mais Christophe, voilà, Christophe, t'es en train de mentir. Je veux goûter ce chocolat. Christophe, t'es en train de mentir. Il y a de ça 2 jours ou 3 jours, tu as eu un pot d'Allemande. Alors, pas moi, mais mon épouse. C'est la même chose. Elle ne va pas le garder pour elle. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des amis qui m'en ramènent d'Alger. Ah, t'as pas voulu citer les noms. Bravo à toi. Bravo à toi. Bravo à toi. Et merci à lui. Je t'en ramènerai encore, ne t'inquiète pas. Je t'en ramènerai encore. C'est gentil. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, c'est encore une belle victoire. Preuve aujourd'hui que la volonté du président Abdelmajid Tebboune d'essayer aujourd'hui à ce que tout soit fabriqué en Algérie et que l'Algérie ne dépende plus de quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça paye. Aujourd'hui, on le voit, autosuffisance alimentaire de 81% quand même en peu de temps. C'est quand même des choses qui sont bénéfiques. Christophe, je te coupe. En 2020, quand le président Abdelmajid Tebboune a mis le holà sur les importations en masse de tout et n'importe quoi, du chewing-gum, du chocolat, de tout, des sauces mayonnaise, du ketchup, les gens ont crié au scandale. Non mais comment on va faire? Eh ben on a remis, on va le dire, la main dans le pétrin, on a commencé à travailler, on a commencé à construire des belles usines, des belles unités de fabrication. Maintenant nous produisons localement. Parce qu'on s'est remis à bosser, on ne continue pas à acheter à l'étranger. Et de surcroît, on gagne des prix internationaux. Bravo pour l'économie, bravo pour la politique menée. On va devoir rendre l'antenne. Merci Christophe Roux d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre intervention. Gamal Abina, merci à vous également d'avoir été avec nous ce soir. Peut-être un dernier mot sur cette victoire gastronomique de l'Algérie. Très rapidement. Ça révèle juste une chose, quand on libère les énergies, et ça a été le cas, et ça devient de plus en plus le cas, on a des résultats probants, et j'encourage vraiment tous les Algériens à commencer à croire aux produits algériens, tout comme j'y crois, parce que j'ai adoré le chocolat algérien, et j'ai pas honte de le dire, on a toutes les qualités, on est au rendez-vous. Merci Gamal Abina. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles. À samedi prochain.